C'est évidemment un moment clé pour chaque secteur pour faire entendre ses revendications, ses positions, ses propositions pour le prochain quinquennat. Et le monde de la philanthropie, bien évidemment, n'y a pas manqué, lui qui, malgré une contribution essentielle à l'intérêt général, à l'innovation sociale, eh bien, peine encore à être pris en compte par les élus, à s'imposer comme une partie prenante des politiques publiques. Alors un plaidoyer commun sur la générosité a été publié, en plus des plaidoyers propres à chaque secteur, des fondations, des associations et de l'ESS. Et pour conclure cet atelier des fondations, eh bien, je vous propose, pendant un peu plus d'une heure, 1 heure et demie, d'échanger ensemble sur ces enjeux de plaidoyer commun. Alors mes invités pour cette plénière, vous les voyez, sont installés et je vais les présenter. Nous avons Antoine Détourné qui est délégué général ESS France, François Debiès qui est président de l'Amicale et qui va suivre les échanges à distance et qui interviendra à la fin de cette session pour nous donner sa position sur ces enjeux communs. Benoît Miribel, président du CFF, Sabine Roux-Bézieux, présidente d'Un Esprit de Famille, Pierre Siquier, président de France Générosité et Claire Toury, présidente du mouvement associatif. Merci à tous d'être là. Alors je vous propose un premier tour de table. On va procéder en 2 temps. Un premier tour de table pour évoquer ce plaidoyer commun sur la générosité. Je vais vous donner la parole à chacun. Et ensuite, dans un deuxième temps, un deuxième tour de table où là, on va examiner ensemble les enjeux qui sont propres à chacun de vos secteurs. Claire Toury, je propose de commencer avec vous pour évoquer ce plaidoyer commun sur la générosité, donc présidente du mouvement associatif. Pourquoi ce rassemblement, finalement, des principaux acteurs de la générosité dans cette coalition est-il important ? Alors bonjour à toutes et tous. Donc commencer, c'est jamais facile, donc je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, sinon ils vont tous me reprendre après. Voilà, je compte sur vous. Alors, il vous a pas échappé qu'on a vécu une campagne présidentielle, qu'on vit toujours une campagne présidentielle quand même particulièrement, je sais pas quel est le bon terme, mais absente, voilà, ou difficile ou complexe. Donc on a quand même beaucoup de mal à s'accrocher à quelque chose. Enfin, c'est un contexte qui est quand même particulièrement difficile. Donc en préparant cette table ronde, j'ai identifié 3 enjeux que je voulais partager avec vous. Je vais en partager un maintenant et je partagerai les 2 autres dans le deuxième tour de table. Le premier enjeu, c'est un enjeu qui est éminemment démocratique, évidemment. On est à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle. On a une abstention qui s'annonce extrêmement élevée. Je ne parle même pas de la présence de l'extrême droite au second tour. Enfin, ça, on pourra en reparler après si vous le souhaitez. Mais rien que le contexte démocratique, il est quand même assez préoccupant. Et donc, ce qui nous a semblé important à nous, mouvements associatifs, mais je pense que mes collègues iront dans ce sens, c'est d'avoir un discours commun assez fort pour être vraiment entendu. On a un moment où je parlais avec les équipes présidentielles quand on organisait nos événements, nos rencontres, et ce que disaient les équipes présidentielles des différents candidats, c'est qu'il y avait tellement d'événements, tellement de plaidoyers communs, ou de plaidoyer spécifique plutôt, que c'était extrêmement difficile pour eux de s'y retrouver et de capitaliser sur ces temps. Et donc du coup, un sujet comme la générosité ne peut pas être porté tout seul. On est quand même beaucoup à être des acteurs de la générosité, et donc ça nous a semblé éminemment important de nous rassembler pour porter quelque chose de fort, avec, pour le mouvement associatif, une priorité particulière qui est celle de la reconnaissance de l'engagement tout au long de la vie. Et ça fait partie des propositions que Pierre et Benoît, je crois, vont présenter. Merci Claire Toury pour cette introduction. Je ne vous ai pas facilité effectivement la tâche. Il était évident donc pour le mouvement associatif de participer à cette coalition. C'est ce que vous dites très clairement. Ouais, c'était absolument évident. Enfin, la question de la générosité, c'est une question aussi, c'est une question associative. Hein. Les associations, alors elles ne vivent pas que des dons, évidemment. Par contre, on vit beaucoup du don de temps. Il y a énormément de gens qui s'engagent dans les associations. Alors, on a eu des grands débats avec la coalition Générosité pour savoir si le bénévolat était de la générosité à chaque fois. On a mis une petite nuance. Pour nous, c'est pas toujours le cas. Il y a du bénévolat qui est parfois militant et qui ne se pense pas comme de la générosité, mais il y a aussi du bénévolat qui est un bénévolat de générosité et sans lequel les associations ne pourraient pas fonctionner. On a aujourd'hui 20 millions de bénévoles en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Ça veut dire qu'il y a un Français sur 3 qui est bénévole. C'est énorme. C'est des gens qui donnent de leur temps quotidiennement dans les associations. Quand on chiffre ça correspond à 1,4 million d'équivalents temps plein. Donc voilà, ça vous parle, c'est quand même assez frappant. Donc sans les bénévoles qui donnent de leur temps tous les jours pour faire vivre les associations ne fonctionneraient pas.
Et au-delà des associations qui ne fonctionneraient pas, c'est la société qui fonctionnerait extrêmement mal, voire plus du tout. Alors je pourrais vous donner des exemples assez précis, mais vous avez bien vu pendant le confinement, le premier, rappelez-vous, ce confinement terrible où on était tous enfermés chez nous et où il ne se passait plus rien. Enfin, pas plus rien, n'exagérons pas, mais en tout cas, nos activités ont été fortement impactées. Dans le monde associatif, il y a celles et ceux qui ont été en première ligne. Donc je pense aux sanitaires et sociales et pour qui cette crise sanitaire a été extrêmement éprouvante, et qui ont d'ailleurs beaucoup souffert d'un défaut de reconnaissance après. Et puis il y a celles et ceux dont les activités se sont arrêtées un peu soudainement, le sport, la culture, l'éducation populaire. Et quand on a mesuré les conséquences de cet arrêt, ça a été terrible. Il y a quand même des quartiers où les enfants se sont retrouvés un peu livrés à eux-mêmes, il n'y avait plus rien pour animer les quartiers, pour faire vivre les territoires. Et donc on a mesuré à quel point l'action associative, elle était majeure. Et c'est une action associative qui compte des salariés, il y en a dans le monde associatif, hein, mais qui compte essentiellement des bénévoles. Pour 80% des associations, il n'y a que des bénévoles. Benoît Miribel, président du CFF, je vous donne la parole maintenant. Pourquoi est-ce qu'il était important je crois qu'honnêtement, si en régie on peut éteindre le retour, parce que je crois que les invités grillent déjà. Merci pour eux. Moi j'étais un peu en avant, mais je sentais la chaleur. Benoît Miribel, pourquoi est-ce qu'il était important pour le CFF de former cette coalition Générosité ? Je pense qu'aujourd'hui, ça s'impose. Donc, c'est même pas une discussion. Et quand on a abordé le sujet dans notre conseil d'administration, il était unanime pour dire oui, on est en faveur d'une coalition. Ça faisait pas débat. Après, c'est une démarche inédite, hein, il faut le souligner. C'est la première fois que le secteur parle d'une seule voix. C'est vrai, puisqu'il y a 5 ans en arrière, le CFF avait fait un livre blanc avec 10 points. Et on s'était concerté, mais il n'y avait pas d'affichage commun. Donc là, ça a été un effort collectif. Et vraiment, je remercie ce travail d'équipe qui s'est fait à l'automne. Ça, c'est le premier point. Et Claire vient d'énoncer les raisons aussi dans cet agenda électoral où on sait qu'avec les différents canaux de communication possibles aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a parfois trop de spécificité et qu'il est difficile, notamment pour le grand public, pour les décisionnaires, d'y voir clair. Donc on a voulu essayer de nous accorder à travers cet exercice sur des points que vous connaissez, que vous pouvez retrouver. Et ça nous semble important, chacun amène dans ce socle commun de recommandations une partie propre. La partie propre des fonds et fondations notamment, c'est de bien montrer que, parce que nous sommes statutairement les seuls acteurs privés qui interviennent dans l'intérêt général, enfin statutairement, je m'entends, hein, tout le monde agit dans l'intérêt général, y compris les associations, mais c'est dans les statuts même des fonds de dotation et des fondations que d'être au service de l'intérêt général et de l'être véritablement. Et si servir l'intérêt général peut aider des intérêts privés, ça doit se faire par voie de conséquence et ce n'est pas l'objectif premier, parce qu'on a bien conscience que parfois ça peut rejaillir sur des images ou des actions, on n'est pas non plus naïf. Mais l'intérêt premier, c'est d'être au service de l'intérêt général, les fonds et fondations, et donc de le partager avec les personnes qui candidatent à la République, à la présidence de la République, pour qu'elles comprennent cet enjeu que nous avons dans l'intérêt général, qui ne peut bien se faire qu'avec un partenariat public-privé que l'on incarne. Et Claire le sait, parce que nous sommes au CESE. On s'est fait plusieurs fois la réflexion, je crois que je l'ai évoqué hier, que souvent, quand on parle de partenariat public-privé au CESE, c'est un peu l'État et les entreprises. Hein. Je ne dis pas ça compter l'entreprise, bien sûr, mais on oublie le reste. Hein, le tiers secteur, absolument. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est là pour rappeler que dans les partenaires privés, il y a bien sûr les entreprises, hein, mais il y a les associations, il y a les fondations, on a des capacités et que c'est ensemble, en connaissant bien nos outils, en prenant en compte la diversité. Et je crois aussi qu'on a à cœur de refléter la diversité des causes d'intérêt général que nous portons les uns les autres, de les faire comprendre et qu'elles se complètent. Voilà. Parce que je crois que ça, il y a une évolution aussi qui se fait d'approche systémique au service de l'intérêt général qui progresse. Parce qu'on le voit hein, à travers nos débats depuis 2-3 jours, des choses qui se rejoignent et que l'on n'avait pas conscience forcément il y a quelques années en arrière. Hein. Donc effectivement, s'il y a le bouleversement climatique, s'il y a le bouleversement de la pandémie, il y a des choses qui se rejoignent fortement. Et puis hier, Mélanie nous montrait que voilà, notre cerveau est capable aussi d'être secouru, non seulement avec des médicaments, mais aussi avec des œuvres d'art. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est quand même quelque chose que, enfin, en tout cas, on ne savait pas il y a 10 ans ou 15 ans. Bref, ce que je veux dire par là, c'est aussi
l'occasion pour nous d'être sur des plaidoyers techniques pour défendre une capacité d'acteurs d'agir dans l'intérêt général et de le montrer avec les exemples, avec nos actions. Et nous travaillons beaucoup, les fonds et fondations, avec le mouvement, avec les associations, concrètement, pour la mise en œuvre des actions, les partenariats. Et c'est là où on voit les tissages de ces alliances. Alors donc, notre enjeu, c'est comment le montrer et comment essayer d'avoir le maximum de capacités pour pouvoir s'assurer que les candidats à la présidence de la République et leurs équipes comprennent tout l'intérêt, dans le cadre de leur programme, d'avoir ce relais dans un cadre de partenariat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être des sous-traitants non plus d'une politique. Il faut laisser vivre cette diversité de l'intérêt général. Il faut bien sûr la canaliser. Hein, il y a une réglementation. Et je crois que on va voir dans nos discussions, puisque je suis très heureux que Pierre soit là. François voulait venir, mais c'était plus compliqué, que Sabine aussi, et bien sûr qu'on est le directeur de l'ESS France. On est tous dans l'ESS statutairement. Hein. Il y a 12 statuts dans l'ESS, je pense qu'on va en toucher un mot. Et donc on démontre cette capacité progressivement à je dirais, voir ce qui nous relie. Ce qui nous relie et qui va peut-être être un combat en fonction effectivement aussi c'est le sujet de cette table ronde, de ce qui va se dessiner d'un point de vue politique. Alors je vous propose d'entrer quelque part dans le vif du sujet en développant, gardez votre micro Benoît, je vais continuer à vous poser une question. Oui, en parlant de ces propositions, du contenu de ce livre blanc de la générosité, vous allez être plusieurs à les dérouler, ces propositions, et je voudrais que vous nous donniez les plus importantes que vous portez notamment au CFF. Disons que c'est des propositions qui n'ont pas surgi du jour au lendemain. On avait un travail qui remonte d'ailleurs, on avait un séminaire en ce qui concerne le Centre français des fonds et fondations juste avant le confinement, en février 2020. On s'était accordé au niveau du Conseil sur des grands enjeux. D'une façon générale, nous sommes pour une simplification des statuts. Donc voilà, parce qu'il y a des différents statuts. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pense qu'il faut simplifier les choses au regard des finalités. Et c'est vrai qu'il y a des marges de progression. Voilà. Après, on peut expliquer, on peut détailler, mais c'est le premier point. C'est comment, ça veut dire quoi? Pourquoi on veut simplifier? Pour que ça soit plus facile d'utilisation et avec aussi plus facile à rendre compte. Et évidemment, on sait que ça va de pair sur la transparence qui est nécessaire à travers les outils et les statuts. Ça, c'est le premier point. Et à ce sujet, nous sommes clairement contre, au CFF, l'apparition d'un nouveau statut, par exemple celui de fondation actionnaire. D'une part parce que les fondations reconnues d'utilité publique peuvent être déjà actionnaires. Hein. Ici, nous sommes sur le terrain de la Fondation Mérieux. La Fondation Mérieux peut être une fondation actionnaire. Mais être actionnaire quand on est une fondation reconnue d'utilité publique, ça ne veut pas dire qu'on gère. Et ça, je crois que Claire dira peut-être un mot aussi sur ces notions-là de lucrativité, de gestion. Donc, nous ne sommes pas en faveur. Nous comprenons ceux qui poussent pour un statut aujourd'hui de fondation actionnaire, nous comprenons ce qui part de leur diagnostic, c'est-à-dire qu'ils partent de la nécessité, peut-être que Sabine en touchera un mot, enfin, même si ce n'est pas directement un sujet, mais effectivement pour des familles, de pouvoir protéger un capital, d'OPR, etc. Mais l'aboutissement sur un terrain qui serait celui de créer un nouveau statut de fondation telle que fondation actionnaire n'est pas la bonne solution. Voilà. Même si on prend des comparaisons avec l'Allemagne, etc. Pourquoi? Parce qu'on franchirait une digue qui est essentiel, c'est que par exemple, on aurait dans le schéma un conseil d'administration où les personnes seraient rémunérées. Et ça, effectivement, voilà, on a des garde-fous dans notre secteur qu'on doit absolument tenir, mais absolument, parce que sinon, on va avoir un mélange entre intérêt privé, intérêt général, qui n'est pas nécessaire, puisqu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent qu'une entreprise qui prend des risques, qui investit et qui fait des bénéfices, elle décide de ce qu'elle veut en faire librement. Elle peut donner un intérêt général, elle peut... du côté des fondations, on veut simplifier, mais on ne veut pas de nouveaux statuts. Et on doit être vigilant. Donc, c'est un point d'attention. Alors, je ne voudrais pas énoncer tout non plus le sujet de du document, parce qu'on a partagé, on se rejoint les uns les autres sur les sujets, mais je voudrais... C'était celui-ci que vous vouliez amener en premier. Voilà, après, on ira peut-être un peu plus dans la discussion. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est par exemple un point important. Continuons la simplification, plus de transparence, ça s'accompagne, parce qu'évidemment, et pas de nouveaux statuts qui ne répondent pas à un vrai besoin d'intérêt général, mais peut-être d'intérêt privé au départ.
Merci Benoît. Continuons justement à examiner ces propositions de cette coalition Générosité. Pierre Siquier, vous êtes le président de France Générosité, membre actif de cette coalition. Quelles sont les propositions que vous adressez pour le prochain quinquennat et que vous avez envie de partager ce matin avec nous? Alors moi, je voudrais vous raconter une histoire d'abord. C'est quand je suis arrivé à France Générosité, il y a donc 4 ans maintenant, j'avais rendez-vous avec Sarah El Haïry, dont vous avez tous entendu parler, qui était députée encore à l'époque. Et j'arrive dans le cabinet d'El Haïry et je vois sortir du cabinet d'El Haïry le représentant, mon collègue de l'IDAF. Je fais le rendez-vous avec El Haïry, je sors et je vois arriver le représentant du mouvement associatif. Et donc... non, et le CFF était derrière, c'est ce que j'allais dire, c'est que la députée a donc reçu 6 organisations l'après-midi et 4 le lendemain matin. Et elle nous a dit, et tous les élus qu'on a vus, et toutes les administrations qu'on a vues, nous ont dit quand même, là, on ne comprend pas bien ce que vous faites, parce que vous venez nous voir les uns après les autres, et puis vous ne nous racontez pas tout à fait la même chose en plus, donc on ne sait plus très bien exactement ce qui se passe. Donc attention à ça. Donc on aimerait bien quand même comprendre. Bon, ça c'est le premier point. Vu de notre côté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 7, 8, 10 administrations différentes en face de nous. Vous prenez le statut des fondations, c'est le Conseil d'État et c'est le ministère de l'Intérieur. Vous prenez les congés payés, c'est le ministère du Travail. Vous prenez Bercy, qui est omniprésent en plus. Vous prenez le secrétariat d'État à la jeunesse. Vous prenez le secrétariat d'État à l'ESS. Puis je dois en oublier, sûrement, encore, quelque part. Donc si vous voulez, on a un double problème. On a un problème de représentativité pour nous, l'ensemble des organisations qui tournent autour de la générosité. Et le gouvernement, enfin l'administration, a un problème aussi qu'on est toujours en bilatéral avec eux et jamais en multilatéral. C'est-à-dire qu'on prend le problème du statut des fondations. Le statut des fondations, c'est une problématique très complexe qui va faire intervenir un certain nombre de ministères, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le ministère de l'Intérieur, Bercy, etc., parce qu'il va falloir parler intérêt général. Donc, c'est la démonstration exacte du fait que nous devons être en coalition sur certains sujets. Et c'est ce qui a poussé l'ensemble des participants à cette coalition à faire que nous défendons bec et ongle face aux différentes administrations, aux élus et au gouvernement, la notion donc d'intérêt général, de non-lucrativité, parce que c'est ce que vous faites tous, la non-lucrativité et l'engagement. Parce que c'est vrai que c'est ce qui nous caractérise et notre ADN, c'est la non-lucrativité et l'engagement. Donc il faut qu'on soit prêt, face à nos différentes instances, à faire que nous soyons reconnus. Nous ne sommes pas assez reconnus. C'est un peu de notre faute et c'est un peu de la faute de la structure administrative. Alors moi, dans la proposition que je peux défendre là, c'est celle qui dit il faut qu'on fasse une rencontre annuelle de la générosité. Alors forum, rencontre annuelle, mais que cette rencontre annuelle, il y ait l'ensemble des administrations qui soient présentes et l'ensemble des têtes de réseau de la coalition Générosité. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on se fixe à ce moment-là un agenda sous l'autorité du Premier ministre, peut-être avec un comité interministériel à côté, mais pour nous, c'est absolument vital de faire ça. Si nous ne le faisons pas, et si nous ne continuons pas, c'est un message en passant, si nous ne continuons pas la coalition, je veux dire, on ne pourra pas faire le vrai sujet, nos vrais sujets. Parce que si vous avez lu le plaidoyer, il y a, je ne sais plus combien, 8 ou 9 propositions. Bon, ces 8 ou 9 propositions, à chaque fois, elles impliquent plein de gens. Alors, c'est vrai que quand on prend le statut des fondations, bon, ce sera plus le CFF. Si on prend les congés payés ou les RTT, ce sera peut-être plus France Générosité. Mais je veux dire, il faut qu'on ait une vista qui soit une vista de coalition et qu'on ne recommence pas dans nos vieux démons français qui sont, à un moment donné, on fait plein de choses différentes parce que c'est mieux de faire les choses différentes qu'en coalition. Voilà ce que je voulais dire. Merci Pierre Siquier. Je note donc 2 propositions qui s'installent. Simplifier les statuts, simplifier le dialogue positif le dialogue politique avec ce forum annuel et cette coalition qui doit continuer à porter cette voix, si ce n'est unique, au moins commune. Sabine Roux de Bézieux, on continue ce tour de table. Vous soutenez un esprit de famille qui structure, vous représentez, pardon, un esprit de famille qui structure la philanthropie familiale et privée. Pourquoi est-ce que vous soutenez cette démarche de la coalition Générosité ? Alors, un esprit de famille, pour ceux qui ne connaissent pas, d'abord fête ses 10 ans le 28 avril, donc on soufflera les bougies.
rassemble les créateurs, les fondateurs de fondations et de fonds familiaux. Donc ce sont aujourd'hui une centaine de membres, des petites, des moyennes, des grandes fondations dans tous les secteurs, un peu partout en France, donc ouverts à tous ceux qui donnent de leur argent, leur patrimoine, à l'intérêt général. Alors nous, c'est la première fois qu'on participe à cette coalition. Nous avons une convention avec le Centre français des fonds et fondations depuis 4 ans, Benoît, c'est ça, ou 3 ans. Et nous sommes ravis de participer parce que dans l'écosystème de la générosité, il y a les donateurs, donc représentés par François Debiès d'Admical, et par nous, un esprit de famille pour les philanthropes privés et familiaux. Donc, nous, on défend évidemment un certain nombre de sujets. Je voudrais en citer 2 ce matin. Le premier, c'est la question de l'éducation dès le plus jeune âge. Je pense en particulier à l'école de la philanthropie, qui est une magnifique initiative de la Fondation Rothschild au départ, et puis soutenue aujourd'hui par la Fondation de France, et puis toute une série d'acteurs. Et je voulais partager avec vous peut-être ce matin ce que nous a dit Sylvie Chocron, qui est une neuropsychiatre qui conseille l'école de la philanthropie depuis assez longtemps. Elle nous a expliqué, elle est spécialisée de la question de l'éducation ou de l'origine de l'altruisme. En fait, la question, c'est Rousseau. Est-ce que l'homme né bon est perverti par la culture et la société, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est l'éducation qui conduit à l'altruisme? Et donc, elle explique de façon assez fascinante comment un tout jeune bébé, dès l'âge de quelques semaines, est naturellement attiré par empathie vers des comportements positifs. C'est absolument fascinant. Je pourrais tenir 1 heure là-dessus, mais je ne vais pas le faire. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que dans les âges de l'enfance, avant 12 ans, si on rétribue matériellement un enfant qui fait un geste altruiste, genre je te donne 1 euro si tu desserres la table, eh ben, on construit un adulte égoïste. L'altruisme, la générosité, le service aux autres secrète de la dopamine, qui est sa propre récompense. Et plus on est altruiste, plus on a de dopamine. Donc nous, les philanthropes, on n'a aucun mérite, parce qu'évidemment, on est bourré de dopamine. Mais c'est vraiment intéressant, parce que ça signifie que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut éduquer les enfants, et qu'il ne faut surtout pas considérer la générosité, la philanthropie, comme quelque chose qui doit être rémunéré. Je suis aussi au CESE, et il y a un avis en cours sur le bénévolat qui est qui est à la fois fascinant et à la fois qui fait froid dans le dos, parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui avait écrit « Le bénévolat est un travail ». Voilà. Donc nous, notre groupe, on a fait supprimer ça. J'espère que c'est d'ailleurs été supprimé. Je ne suis pas dans cette commission. Mais vous voyez, il y a quand même un enjeu d'éducation à la générosité. Nous, un autre de nos combats, c'est de lutter contre une sorte de courant de pensée qui vient du couple Cagé-Piketty, qui explique qu'il faut bannir la philanthropie, que c'est une manière pour les plus riches de choisir leur cause, et donc c'est profondément inégalitaire. Je pense que ce serait délétère pour toutes nos associations, tout le milieu associatif et de la générosité, de transformer, parce que c'est ça l'idée, de transformer la générosité et la philanthropie en impôts supplémentaires, laissant à l'État la liberté ou la capacité d'affecter ces sommes selon la décision de l'État. Je reviendrai dessus quand on parlera après de la manière spécifique dont fonctionnent les fondations familiales. Mais voilà, je pense que c'est un sujet. Et le travail qui avait été fait par Sarah El-Haïry, que nous aussi, un esprit de famille, avions vu plusieurs fois, cher Pierre, c'est vraiment de montrer que l'initiative privée, la capacité entrepreneuriale, qui est d'ailleurs aussi, qui se manifeste aussi par le nombre d'associations qu'on a dans notre pays, est une source d'innovation sociale et de transformation de la société, et que l'État n'est pas tout seul à avoir les solutions. Peut-être une deuxième mesure auxquelles nous sommes très attachés, c'est la question de la transmission et les questions d'héritage. Si on veut développer, je crois que c'est 250 milliards qui sont donnés, qui sont transmis tous les ans d'une génération à l'autre. Vous imaginez si même, je sais pas, 0,5 ou 1% de cet argent allait à la philanthropie en plus, à l'intérêt général en plus, sachant que je crois que le chiffre c'est 8 milliards donnés à l'intérêt général. Vous imaginez 1%, ça fait 2,5 milliards en plus. Voilà. Donc c'est un levier phénoménal
qui est aujourd'hui pas traité parce que rien n'oblige un notaire à aller parler de donation à ses clients, rien dans la loi. Et donc nous militons depuis des années pour qu'il y ait un dispositif juridique prévu dans le Code civil qui oblige le notaire à en parler. Ça ne veut pas dire que les gens le feront, mais au moins qu'il oblige à en parler. Donc là, il y a toute une série de dispositions qu'on avait présentées à Sarah El Haïry à l'époque, dont une partie sont reprises dans la coalition, et on en est le plus effectivement très satisfait. Donc beaucoup de pédagogie et d'éducation aussi bien, et quelque part à tous les âges de la vie, et à tous les moments de la vie en fait. C'est ce que vous nous dites et c'est ce qui synthétise les 2 propositions que vous venez de souligner. Il y a peut-être une proposition sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est celle de la stabilité fiscale, qui est je crois aussi quelque chose qui figure dans ce livre blanc de la coalition. Je ne sais pas, messieurs ou mesdames, qui est-ce qui veut s'emparer de ce sujet? Pierre Siquier. Je veux bien intervenir là-dessus. C'est vrai que la stabilité fiscale, ce qui nous a perturbé et ce qui perturbe tout le temps, c'est que depuis 3 ou 4 ans, il y a eu des tas d'événements fiscaux qui se sont considérés, je sais pas, le niveau du mécénat par exemple, l'IFI, enfin l'ISF transformé en IFI, etc., etc. Ce qui fait que nos donateurs, ils ont été un peu perturbés, que s'ils soient d'ailleurs particuliers ou entreprises, ils ont été très perturbés. Et c'est un grand débat qu'il y a eu entre nous, en se disant, est-ce que dans le plaidoyer, finalement, on va se remettre à discuter encore fiscalité, on va se remettre à râler parce qu'il y a du 75, il y a du 66, ou bien que le seuil du mécénat n'est pas le bon et que la CSG, etc., etc. Alors, on s'est réunis, on a pris nos responsabilités, et je crois qu'il faut le dire quand même très clairement, c'est qu'on a dit aux candidats et aux futurs présidents ou présidentes, on ne sait jamais, eh bien, en tous les cas, nous, on arrête de parler fiscalité, on ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on fige le débat et on arrête de parler argent. Parce que ce qui nous a tués aussi ces 3 ou 4 dernières années, c'est effectivement qu'on a beaucoup parlé argent, on a beaucoup parlé fiscalité et on a beaucoup moins parlé mission sociale, c'est-à-dire ce que vous faites, vous, tous les jours. Et ça, c'est un élément clé, je crois, du futur. C'est pour ça qu'on a dit, OK, première chose, on ne bouge plus. Sabine Roux de Bézieux, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors évidemment, nous, on est très favorable à ça parce que quand le don s'apparente à une niche fiscale, c'est totalement délétère. Voilà. Et on a vraiment aussi besoin d'éduquer les Français sur le fait que les gens qui donnent, ils donnent toujours plus que l'avantage fiscal qu'ils reçoivent. Et ça, c'est pas du tout ancré dans l'esprit, y compris auprès des conseillers du CESE, ce qui est quand même un peu inquiétant. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième élément sur lequel je pense qu'il faut s'engager, c'est de lutter contre la hiérarchie des causes. Voilà. Donc une brèche a été ouverte quand on a donné les 75% au Resto du Cœur. Bon, c'est formidable, hein, ce qu'ils font est extraordinaire, mais c'est aussi catastrophique parce que tout d'un coup, on arrive en disant non, moi ma cause est quand même plus importante. Il y a des associations environnementales, et moi je pourrais défendre ça parce que je suis à la tête de la Fondation de la Mer, qui disent vous comprenez, le climat c'est l'urgence, et donc il faudrait obliger tout le monde à mettre un pourcentage des dons ou les entreprises sur leur mécénat pour l'environnement. Vous voyez où on en arrive. Donc la hiérarchie des causes, c'est catastrophique pour notre secteur, et donc moins on parle de fiscalité, d'argent et d'obligations sur ces sujets-là, mieux le secteur se porte. Merci pour ces précisions. Antoine Détourné, vous représentez le SS France, vous êtes représenté dans la coalition Générosité par le CFF et le mouvement associatif. Quel regard vous portez sur cette coalition Générosité ? Moi, je voudrais rebondir sur les propos de Pierre Siquier tout à l'heure, parce qu'il y a au fond 2 enjeux quand on essaie de faire construire un plaidoyer, surtout quand on est un peu tête de réseau comme c'est notre cas. Soit on fait une compilation de tous les plaidoyers qui sont faits, et là on a un annuaire, un bottin à déposer sur le bureau du ministre que personne ne lira. Soit on fait le plus petit dénominateur commun, et là on a une feuille avec 5 lignes. Dans les 2 cas, c'est pas lisible, ça sert à rien. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est pour le plaidoyer de SS France de construire quelque chose qui pouvait prendre les priorités des uns et des autres pour les porter en avant et faire en sorte que, à travers nos modèles, nous puissions nous montrer en mouvement et cohérents dans ce que nous défendons. C'est-à-dire que nous ne reprenons pas tout, nous ne reprenons pas ce qui est inoffensif, parce qu'à la fin, quand on veut chercher le plus petit dénominateur commun, on arrive sur l'inoffensif. Donc on essaie de porter 2 choses. C'est important. Pourquoi ?
parce que, je fais un mini flashback, on a quand même eu pendant ce quinquennat un rapport à la société civile, à l'engagement, à la parole un peu différente de celle de l'État, qui était compliquée. On a été souvent vus, pardon de le dire comme ça, comme des supplétifs, c'est-à-dire des gens un peu gentils, parce qu'il y a une confusion entre la générosité, la gentillesse et la naïveté, et pas forcément au cœur d'un certain nombre de transitions et du fonctionnement essentiel de la société. Donc nous, notre principe déjà, c'est de dire portons des choses ensemble, portons-les au bon niveau. Donc pour nous, le bon niveau, et ça continue de faire débat, c'est Bercy, parce que ça parlait des questions fiscales et statutaires. Il ne faut pas parler que de ça, mais le partage de la valeur est un enjeu dans notre société. Alors, au sein de SS France, on essaie évidemment de porter la force des modèles non lucratifs comme étant au cœur de notre société, au cœur de l'économie sociale et solidaire. Alors, on a des gens un peu pugnaces pour ça. Il y a Claire, il y a Jean-Marc, il y a Nicolas, il y a Françoise Larreur, des gens qui nous disent « Attention, pensez à ça, n'oubliez pas ceci ». Ce sont des choses qui sont importantes et on les porte avec beaucoup de bonne volonté. Et puis parce que c'est pas parce qu'on n'est pas forcément une norme encore aujourd'hui dans le fonctionnement de l'économie qu'on est marginal ou négligeable. Absolument pas. Et on l'a vu dans ces derniers temps. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est porter à un bon échelon institutionnel ce que nous représentons et ce que nous voulons faire. Et puis, sans doute, la deuxième chose, il y a des concepts à faire reconnaître. Je regarde avec une certaine gourmandise les débats de ces dernières semaines sur les cabinets de consultants au niveau de l'État. Il y a quand même des consultants gratuits qui innovent et qui portent des idées nouvelles d'organisation au plus près du terrain comme au plus haut niveau, que sont les acteurs non lucratifs qui font preuve d'une inventivité qui a été indispensable, non seulement pendant les moments durs que nous avons connus, mais qui sera indispensable face aux défis que nous avons à adresser. On peut parler des questions de transition écologique, la longévité, la participation démocratique, les nouvelles formes. Donc toutes ces questions-là, nous les voyons comme étant des choses particulièrement importantes. C'est pour ça que le choix qui a été fait et qui est un bon réceptacle de tout ça, c'est le travail sur l'innovation sociale. Parce que par définition, ça ne rentre pas dans les cases, mais pour autant, ce n'est pas parce que ça ne rentre pas dans les cases que ça doit être oublié et qu'il ne doit pas y avoir des dispositifs, notamment fiscaux. Alors pour le coup, on se permettrait peut-être une petite instabilité, notamment sur la taxe sur les salaires pour les associations et le monde non lucratif. Donc ce sont les deux choix qu'on a fait de porter l'innovation sociale très haut, et la présence institutionnelle, parce que c'est aussi une présence politique qu'il faut assumer. Nous incarnons une forme d'initiative privée aux côtés d'autres, pas au-dessus, pas en dessous, aux côtés, et une force d'expression démocratique et citoyenne qui mérite d'être reconnue et qui a toute sa place, et sans laquelle la société ne tournerait pas comme elle tourne aujourd'hui. Peut-être Claire Toury, si vous voulez réagir aux propos d'Antoine Détourné. Oui, enfin, je veux bien réagir à propos de tout le monde et puis. Allez-y, comme ça vous lancer la suite. Voilà, exactement. Moi, il me semble qu'il y a quand même 3 enjeux. J'ai parlé de l'enjeu démocratique, mais je vais revenir dessus. Il y a un enjeu qui est démocratique, il y a un enjeu de connaissance de notre secteur, de nos secteurs, et il y a un enjeu de reconnaissance. Mais vous allez me dire, ça va ensemble. L'enjeu démocratique, il est, comment dire ça ? À mon avis, il y a un grand malentendu. On pense souvent que la démocratie, elle est soit représentative, soit participative. Alors, elle est évidemment représentative. Je ne remets pas du tout en question le système représentatif, même si je vous avoue qu'en ce moment, ça me pose un peu des questions existentielles quand on voit le débat ou les débats en cours, mais peu importe. Donc il y a une démocratie représentative, il y a une démocratie participative, où on va beaucoup consulter les gens, leur demander leur avis sur tout un tas de choses. Et d'ailleurs, on a fait un avis là-dessus au CESE, puisqu'on parlait du CESE en décembre, et on s'est rendu compte qu'on consultait tellement les gens tout le temps qu'en fait, les gens ne participaient plus. Bref. Je ne vais pas revenir là-dessus non plus. Mais il y a une troisième démocratie dont on parle assez peu, qui est la nôtre, en fait, de démocratie, qui est une démocratie d'exercice, une démocratie du quotidien. C'est une démocratie dans laquelle on s'engage, en fait, quotidiennement dans des associations, dans des collectifs. Enfin, voilà, il y a tout un tas de façons de s'engager. Alors, Sabine parlait du contrat social, parlait de Rousseau. Moi, je vais vous parler du contrat social de Rousseau. On dit souvent, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'association, sans démocratie. Et alors, il y a un chercheur chez nous, au mouvement associatif, qui dit « Mais non, en fait, c'est pas ça. Il n'y a pas d'association sans démocratie, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans association. » Parce que le fondement même de la démocratie, c'est le contrat social, du coup, et c'est l'association, c'est-à-dire
se réunir avec des gens qui ne pensent pas comme nous et essayer de dépasser parfois des dissensus ou des divergences de façon exigeante pour porter un projet politique de société qui va permettre de faire vivre les territoires, de défendre une cause, de porter un projet. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très associatif. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que il y a un enjeu assez politique de faire connaître ce que l'on est. Alors, on a beaucoup parlé du plaidoyer générosité. Moi, il me semble qu'il faut qu'on arrive à aller un cran plus loin, même si je partage totalement ce qu'ont dit Pierre et Benoît sur le fait de porter quelque chose en commun. Il me semble qu'il faut qu'on aille un cran plus loin sur non pas seulement un plaidoyer pour la générosité, mais un plaidoyer pour le secteur non lucratif. Et ça, c'est, je pense, extrêmement important de rappeler ce que c'est. Il y a le secteur lucratif, donc c'est les acteurs privés qui vont s'enrichir en menant des activités. Pas de problème, je ne remets pas ça en question, hein. Il y a les acteurs publics et il y a les acteurs du non lucratif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez être dans une association, je parlais de ça puisque c'est ce que je connais, vous pouvez être dans une association, vous pouvez avoir une activité économique, vous pouvez même avoir une activité marchande, ça peut arriver, mais vous ne pouvez jamais, jamais, jamais vous enrichir grâce à ça. Ça veut dire que tous les potentiels bénéfices que vous allez faire en conduisant une activité, vous allez les réinjecter dans le projet. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que quand on conduit un projet associatif, on ne pense jamais le projet associatif dans une logique de rentabilité, mais on le pense dans une logique d'intérêt général. Alors, on peut débattre sur l'intérêt général. On peut dire que l'intérêt général, le mien, n'est pas forcément celui de mon voisin, ou enfin peu importe. Mais en l'occurrence, l'intérêt général, c'est quand même un espace. Le non lucratif, c'est quand même un espace qui porte l'intérêt général. Et l'intérêt général ne peut pas être porté par tous les acteurs. Et donc j'en parlais avec Edwige en préparant la table ronde. Il y a des sujets, on peut parler des EHPAD par exemple, je sais que c'est un sujet un peu chaud, voilà, vous avez suivi l'actualité comme moi, qui ne sont pas... Enfin, il y a des secteurs plutôt qui ne sont pas des secteurs qui sont des secteurs qui doivent être portés par des acteurs non lucratifs, à mon avis, ou des acteurs publics, et qui ne peuvent pas être des secteurs qui créent, qui soient source d'enrichissement personnel, et parce qu'on voit toutes les dérives que ça peut engendrer. C'est pareil, il y a d'autres secteurs. Alors, je ne veux pas qu'il y ait un malentendu dans ce que je vais dire, hein. Je pense que c'est bien qu'il y ait des acteurs un peu partout sur plein de sujets, mais il faut faire attention, je pense, à préserver les acteurs non lucratifs, parce que si on ne les préserve pas, ça crée des mécanismes d'exclusion. Je vais vous donner un autre exemple que les EHPAD. Pardon, j'en perds mon cahier. Le tourisme social. Le tourisme social, c'est un tourisme extrêmement politique, en fait, puisque au départ, c'est des acteurs qui décident que tous les Français doivent pouvoir accéder aux vacances et que la question des vacances ne doit pas être qu'une question économique. Sauf qu'il s'avère que, historiquement, les acteurs du tourisme social sont à la fois gestionnaires des lieux qu'ils proposent aux vacances, mais aussi propriétaires de ces lieux. Et qu'entretenir ces lieux, ça coûte cher. Et donc, du coup, ils se retrouvent parfois dans des situations économiques compliquées, et à un moment où ils vont être mis en concurrence avec les acteurs lucratifs, privés lucratifs, ça peut être extrêmement déstabilisant pour eux, et ça peut entraîner une dissociation de la gestion du lieu avec le fait d'être propriétaire du lieu. Et donc ça, potentiellement, si c'est le cas, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans un nouveau modèle économique et que ça peut avoir des effets sur les prix des séjours de vacances. Et donc du coup, ça peut entraîner une exclusion de certains publics puisque les coûts vont devenir trop chers. Je vous prends un exemple. Quand VVF s'est dissocié, il y a une partie de VVF qui est restée non lucratif et puis il y en a une autre qui est devenue Bellambra. Voilà, merci. Quand Bellambra s'est créé, les coûts des séjours ont augmenté de 15%. Et donc ça veut dire qu'il y a eu automatiquement une exclusion de certains publics qui n'avaient pas les moyens. Enfin, je suis un peu schématique, pardon, je vois Antoine qui secoue la tête à côté, mais il y avait une partie des publics qui n'étaient pas en capacité de payer ça. Et donc, du coup, ça remet en question les vacances pour tous, le droit aux vacances pour tous, et donc, du coup, on en revient à un vrai danger de si on ne reconnaît pas, si on ne protège pas le non lucratif, on peut entraîner l'exclusion de certains publics. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus fort, qu'il faut qu'on soit beaucoup plus rassemblés pour être beaucoup plus fort, parce que les associations toutes seules, on a beau le dire et le répéter, ça, on n'est pas entendu. Et là, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'alliances beaucoup plus fortes avec les fondations pour une vraie reconnaissance du non lucratif et de tout ce que ça permet en termes de dynamique territoriale, de liens sociaux et de projets politiques, parce que ça reste aussi un projet politique. C'est pas un gros mot, hein, la politique. Hein. Là, je dis ça non pas dans un sens partisan, mais dans un sens vraiment vie de la cité. Et donc, j'ai dit qu'il y avait un troisième enjeu, qui est un enjeu de connaissance.
Finalement, j'ai parlé de la reconnaissance avant de parler de la connaissance. Un enjeu de connaissance de tout ce qu'on représente. Je le disais tout à l'heure, les associations, c'est 20 millions de bénévoles. C'est 1,5 million d'associations en France, mais c'est surtout une association dans chaque village. Vous imaginez la force de frappe du monde associatif. Elles maillent le territoire, elles font vivre le territoire. C'est hallucinant quand même de se dire ça. Les associations, c'est 90% des clubs sportifs sont sous statut associatif. 30% des EHPAD sont sous statut associatif. Une crèche sur 2 est sous statut associatif. Et ça, personne ne le sait. Et donc, il y a à mon avis un vrai enjeu à faire connaître ce que l'on représente, non pas seulement pour dire qu'on pèse, parce qu'on peut le dire, c'est bien de dire qu'on pèse beaucoup, mais surtout pour faire prendre conscience à tout ce monde associatif de sa force de frappe, pour porter un projet de société dans le sens qui est le nôtre, premièrement, mais aussi pour que... en étant mieux connu, on puisse être mieux reconnu derrière. Voilà. Merci Claire, et je vous propose de continuer d'aller effectivement plus loin et de dépasser ce cadre premier qu'on a eu de la coalition Générosité. Antoine Détourné, je reviens vers vous. Vous avez publié votre propre plaidoyer à ESS France en mars dernier. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les propositions qu'il contient et ce que vous portez ? Alors, en effet, on a essayé d'organiser notre plaidoyer autour de 6 grands axes. Parmi les grands axes, je ne vais pas tous les détailler, mais autour de l'engagement, autour de la participation citoyenne, et notamment son rôle démocratique. Je pense que Claire l'a mieux dit que moi, donc ça ne sert à rien que je le répète. On insiste aussi sur d'autres éléments. Notamment le fait que l'économie sociale et solidaire soit au cœur d'un certain nombre de transitions. On a parlé beaucoup de lutte contre la pauvreté, d'éducation, etc. Dans les transitions, on est persuadé, alors je ne connaissais pas ce que disait Madame Roux de Bézieux, mais que l'exercice de la démocratie à travers l'engagement est quelque chose de très fort et quelque chose qui permet d'organiser des collectifs qui maîtrisent les transitions, notamment les transitions écologiques. Et ça, c'est des choses qui font que c'est un point très fort de notre plaidoyer. La démocratie, je l'ai dit. La capacité aussi à faire en sorte que les citoyens puissent se saisir des modèles globaux, de tous les modèles de l'économie sociale et solidaire pour apporter des réponses. Aujourd'hui, il y a quand même un petit enjeu de moyens. On ne peut pas l'écarter. Quand on a fait des rapides calculs et puis qui se retrouvent dans les rapports parlementaires, aujourd'hui, pour développer un projet non lucratif ou à lucrativité limitée, pour se faire accompagner, il y a à peu près 40 fois moins de moyens que pour les projets, on va dire, à lucrativité illimitée ou l'entreprise conventionnelle. Ce serait 5 ou 10, voilà, 40, ça se voit en fait. Et donc ça veut dire sans doute des projets, des idées, des innovations qui ne trouvent pas l'accompagnement et qui ne se réalisent pas. Donc il y a sans doute une richesse dans notre société qui mérite d'être activée, et c'est pour ça qu'on porte des projets sur le fait que l'économie sociale soit mieux structurée au niveau local, et que les gens puissent être accueillis de manière maillée, de manière très concrète et en proximité avec de l'ingénierie. Ça, c'est peut-être pour la tambouille, mais ça compte beaucoup quand même d'avoir une capacité d'action, une encapacitation en proximité. Moi, la focale, je voudrais la mettre sur la question européenne. Vous vouliez réagir, ou Monsieur Siquet ? Oui, non, je voulais réagir sur le terme lucrativité limitée. Ah, d'accord. Ça, on va polémiquer un peu. C'est que, avec plaisir. C'est que, en fait, ou vous êtes lucratif ou vous n'êtes pas lucratif. Quand vous décidez d'être en lucrativité limitée, c'est votre conseil d'administration qui décide qu'il va moins répartir ou répartir différemment les profits, que ce soit vers ses parties prenantes ou vers ses actionnaires. Mais nous sommes dans un secteur non lucratif. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, et c'est le danger qu'on voit apparaître aujourd'hui, il ne faudrait pas que tout d'un coup, la lucrativité limitée, ce soit presque pareil que le non lucratif. Ça, nous, on va être très vigilants là-dessus. Et je crois que c'est une notion européenne, hein, puisqu'on a vu que c'est venu de l'Europe, là, en disant lucrativité non limitée. Nous, on est totalement contre ça. On peut très bien dire une lucrativité non limitée. Moi, je veux bien. C'est comme l'entreprise à mission. Je veux dire, chacun définit comme il veut l'entreprise et sa mission. Mais qu'on soit bien clair sur le fait que nous, on est non lucratif. Il ne faut pas qu'on soit assimilé à des trucs qui seraient un peu dans zone grise. Voilà. Du coup, je me permets de rebondir. Justement, je suis pour la clarté. Et je veux apporter
un certain nombre de précisions, parce que je vais parler du plaidoyer européen, parce qu'il est absolument déterminant. Oui, c'était une dimension européenne sur laquelle vous vouliez intervenir. Je veux vraiment insister là-dessus. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a aujourd'hui un secteur lucratif illimité, pas de problème, ça existe, qui ne se fixe pas dans ses statuts de limite quant à la rémunération des parts sociales. Alors évidemment, les limites, elles se trouvent dans les modèles économiques, et voilà. Et qu'il y a des modèles avec une lucrativité limitée, donc encadrée par les statuts. Je pense notamment aux coopératives et à certaines sociétés commerciales de l'ESS qui sont quand même plutôt un modèle un peu rare. Et des modèles non lucratifs. Et nous pensons qu'ils se réunissent dans l'économie sociale et solidaire parce que ce qui fonde leur action, c'est la recherche d'une utilité sociale, une gouvernance démocratique et participative, et une répartition justement de la valeur qui est contrainte. Et on ne peut pas, comme ça, balayer d'un trait de plume, à mon avis, le fait que depuis en 5 ans, le nombre de sociétés commerciales d'intérêt collectif ancrées dans les territoires se soit multiplié par 10. C'est qu'il y a un mode de construction de solutions qui est en train de devenir non pas majoritaire, mais très dynamique, et qui a évidemment beaucoup plus de passerelles naturelles avec le monde non lucratif qu'avec le monde, on va dire, lucratif tout court. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la lucrativité, la notion de lucrativité limitée, pardon, je suis sur un débat un peu technique, elle ne vient pas de l'Europe, elle vient d'une difficulté européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans le droit européen une reconnaissance des coopératives, pas de problème, des entreprises sociales, pas de problème, c'est dans le droit européen. Et puis le non lucratif, il n'existe pas, pardon de le dire comme ça, il n'existe pas parce qu'il est soit considéré comme non économique, donc vous n'avez pas de rôle économique, soit quand il est considéré comme ayant une activité économique, il est soumis aux mêmes règles de concurrence que les autres. Et donc, il se fait, comment dire, il est l'objet d'une instabilité fiscale, juridique, etc., qui fait que ces modèles sont entravés dans leur développement parce que, par ailleurs, ils ne peuvent pas rémunérer le capital comme d'autres entreprises. Et donc, l'idée est de dire aujourd'hui, construisons l'économie sociale et l'entreprise ou l'organisation de l'économie sociale au niveau européen. C'est un plaidoyer fort. Pourquoi ? Parce que, enfin, après... alors, je ne dis pas comment les questions européennes ont été traitées pendant cette campagne électorale, et c'est fort dommage. Enfin, on a des possibilités pour construire une société civile européenne beaucoup plus développée. Enfin, la Commission européenne reconnaît nos modèles comme étant un écosystème. Alors, le terme qu'elle utilise, c'est écosystème industriel et de proximité. C'est un peu surréaliste de l'entendre comme ça, mais je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, sur la crise ukrainienne, la Commission européenne organise des tours de table. Donc dedans, il y a toutes les industries, le tourisme, le numérique, le transport, etc. Et maintenant, il y a l'économie sociale et solidaire. Et que disons-nous, parmi tous ceux qui disent, nous, on a des problèmes d'approvisionnement en puces, en carburant, etc. Nous disons, il y a 5 millions de réfugiés qui arrivent. Ces gens-là doivent être nourris, logés, inclus dans la société. Leurs enfants doivent être éduqués. Et nous avons une part à jouer, et nous faisons partie d'une société civile et d'une société économique indispensable et imbriquée avec tout le reste. Et aujourd'hui se créent des espaces qu'on sous-estime. Et moi, j'invite vraiment, alors je sais qu'hier, il y avait Philae, il me semble, qui intervenait. J'invite vraiment les acteurs français à se saisir non pas de l'opportunité de faire reconnaître leur modèle, mais de la responsabilité qui est la leur, parce que nous sommes sans doute les mieux structurés, qui avons, avec les Espagnols, avec les Italiens, etc., pour porter toute notre force. Et il y a un nouvel espace qui est à investir. C'est pour ça que SS France a porté la notion de reconnaissance de l'économie sociale dans le droit européen pour justement dire on en a marre de se retrouver dans des situations épouvantables où on ne sait pas ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Nous voulons une reconnaissance, et cette reconnaissance, je crois qu'on peut tous en bénéficier, non seulement pour sécuriser nos modèles et leur donner leur pleine mesure, mais aussi pour créer des coalitions européennes. L'Europe est en train de devenir un espace stratégique, puisqu'elle fournit des armes à un pays, ce qui n'existait pas avant. Elle construit des cadres politiques, et c'est à nous de nous en saisir en portant des enjeux de définition. Alors, la définition de SS France, pour ne pas parler de lucrativité limitée, parce qu'on cherche le consensus et l'efficacité, c'est de dire aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire et ce qu'elle apporte à la société, ce sont soit des coopératives et des entreprises de l'ESS, mais ce sont aussi un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas de part sociale. Et donc, elles n'ont pas de part sociale, pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas lucratives, parce qu'elles ne rémunèrent pas de capital, et dedans, vous avez
des associations, des fondations et des mutuelles. Et c'est ce qu'on essaye de porter avec nos amis espagnols, nos amis italiens. Et si nous arrivons à avoir cette définition-là, je peux vous dire qu'on fera de sacrés progrès sur ce qu'on porte en Europe. Merci Antoine Détourné. Ce débat autour du terme de lucrativité, et tout à l'heure Claire, vous parliez de la reconnaissance du modèle non lucratif aussi. Sabine Roux-Bézieux, pour la philanthropie familiale, est-ce que vous avez ce débat également, et quels sont les enjeux qui sont plus propres à votre secteur ? Nous, on craint évidemment les amalgames et on va se battre en permanence pour bien séparer ce qui relève de la philanthropie, de la générosité, de ce qui relève de l'économique. Et on craint aussi, comme tout le secteur, un accident. On est tous encore traumatisés par l'ARC, comme le monde environnemental est traumatisé par l'ERICA. Et donc, cet amalgame... c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que tous qu'on s'engage et de façon collective. Et je rejoins ce que disait Benoît sur les fondations actionnaires. Nous, on pense à un esprit de famille que ce n'est pas une bonne idée. On a les outils juridiques aujourd'hui pour qu'une entreprise puisse être détenue par une fondation. Il y a d'ailleurs eu une annonce encore cette semaine sur le sujet. Il faut pas faire de mélange. Voilà, il faut pas faire de mélange. Alors, la philanthropie familiale, c'est quoi ? Ce sont des familles ou des particuliers qui décident librement de mettre une partie de leur patrimoine ou de leurs revenus au service de l'intérêt général. Ils n'ont de compte à rendre à personne, sauf peut-être à leurs enfants, mais généralement, ce sont des démarches familiales qui sont faites avec les enfants. Et donc, ils choisissent leur cause. Très souvent, ils choisissent des causes difficiles. On parlait tout à l'heure de début, de fin de vie. Voilà, les fondations familiales sont engagées depuis très longtemps, par exemple, sur les questions de soins palliatifs, voilà, de l'accompagnement en fin de vie. Ils sont engagés sur la question de la prostitution. Les entreprises ne sont pas forcément allées soutenir la question de la prostitution, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à communiquer quand on est une entreprise. Voilà, donc, on va choisir des causes plus difficiles. On va également, entre guillemets, investir, en tout cas accompagner des projets très tôt dans leur développement. On peut se planter, on peut se tromper, on peut accompagner un porteur de projet qui est très innovant et dont le projet ne fonctionne pas. On peut prendre ces risques-là parce que c'est nos propres fonds que nous mettons et encore une fois, nous n'avons de compte à rendre à personne. Et on a plein d'histoires d'associations qui ont été soutenues très tôt par des fondations membres d'un esprit de famille et qui ensuite sont financées par l'État, par des collectivités territoriales ou par des fondations d'entreprises. Donc on joue ce rôle, je vais aller prendre un parallèle avec le monde de l'investissement de business angel. Vous voyez, au début, le capital d'amorçage. Alors on joue ce rôle et on y tient beaucoup. Peut-être un deuxième point qui va rejoindre ce que j'ai entendu tout à l'heure de Claire, c'est la dimension de liberté. Je pense que le lien démocratie-association, elle vient aussi, elle s'appuie sur cette question de la liberté. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Russie, c'est absolument terrible. C'est de retirer la liberté d'association et la liberté de donner à qui on veut. Et ça, franchement, ces deux sujets sont majeurs. Et quand on défend la démocratie, on défend avant tout la liberté des individus de s'exprimer, de s'organiser en association, de s'organiser en syndicat et de donner à qui on veut. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour nous vraiment important. Et puis peut-être troisième point que je voulais partager avec vous, c'est des chiffres. Alors je suis désolée, je vais essayer de le faire simple. Entre 2005 et 2017, quand on regarde l'ensemble du budget des associations, on s'aperçoit que la part de l'État, de la contribution de l'État dans le budget des associations, a baissé de 44% à 31%. Alors quand on regarde ça, on peut se dire c'est terrible, l'État se désengage. Et en fait, la réalité est totalement différente. Entre 2005 et 2017, le budget total des associations a doublé. Et donc la part de l'État, certes, elle s'est amenuisée en pourcentage, mais elle a également augmenté. Et la part de l'État, c'est deux choses. C'est les subventions, plus 13% dans la durée, et c'est la commande publique, plus 170%. Donc évidemment, on peut s'émouvoir du fait que l'État donne moins de subventions et plus de commandes publiques, mais en même temps, voilà, c'est aussi son choix, la liberté de l'État de décider quelles sont les causes qu'il va soutenir et quels sont le type de projet qu'il va vouloir soutenir. On peut discuter, j'entends des pshhh dans la salle, donc je serais ravie d'en discuter. Ensuite, ce qui s'est passé quand on regarde l'ensemble du budget de l'État des fondations entre 2005 et 2017, c'est qu'il y a deux autres sources de financement pour les associations. Il y a le mécénat, et le mécénat a doublé
même plus que doublé dans la période. Et donc on voit bien l'importance du mécénat et qui vient de source, hein, le mécénat d'entreprise. Et donc il faut que les entreprises gagnent de l'argent, sinon il n'y aura pas de mécénat d'entreprise. Et le mécénat des familles comme nous. Donc ça a doublé. Et ce qui a également quasiment doublé, ce sont les ressources propres des associations. Et là, on revient sur la discussion d'autonomie des associations, de modèle économique des associations, qui est extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'il y a une injonction aux associations et aux fondations, hein, opératrices, d'aller développer leurs propres revenus, tout en n'étant pas dans un modèle concurrentiel avec le secteur privé. Et ça, c'est compliqué. Et je pense que c'est un sujet sur lequel, collectivement, on va se pencher. On n'a pas le choix. On va se pencher, qui est les modalités de financement du secteur associatif, pour qu'il y ait à la fois des flux de mécénat privé, parce que le mécénat privé, encore une fois, va soutenir des choses que l'État ne finance pas, et donc les associations en ont besoin, et l'innovation sociale en a besoin. Et en même temps, il faut s'assurer que les associations puissent continuer à vivre, parfois même à survivre, quand il y a des fluctuations de financement. Donc voilà, de tâches redoutables. Et je peux vous assurer que nous, les fondations familiales, on sera aux côtés des associations comme on l'est depuis des décennies. Et je vois le regard bienveillant et souriant de M. Mérieux ici, qui, je pense, nous encourage aussi dans cette voie. Alors, vos propos ont fait réagir Pierre Siquet et Claire Toury. Non, mais c'est juste pour... pardon, je trouve ça super qu'il y ait beaucoup plus de mécénat privé et que les associations puissent en bénéficier. Je ne remets pas du tout ça en question, mais c'est juste sur cette histoire d'appel d'offres. Il y a quand même un vrai sujet européen là, hein, je pense. Hein. Il faut quand même avoir ça en tête, c'est qu'entre 2005 et 2017-2018, la baisse des subventions au profit d'une augmentation des marchés publics, c'est aussi... Elle a augmenté de 30%. En tout cas, le pourcentage entre la répartition entre les deux. Non, oui, mais le montant total a augmenté. Oui, donc, il ne faut pas dire que l'État s'est désengagé, ni qu'il a baissé ses subventions. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis simplement que la question des marchés publics, c'est aussi une mise en application directe des directives européennes. Et du coup, moi, je vous renvoie vers un rapport qui a été écrit par le Haut Conseil à la vie associative, qui s'intitule « L'impact de la concurrence lucrative sur le modèle économique associatif et sur la multiplication des exclusions », et qui pointe ça notamment, qui pointe ce dont je vous parlais tout à l'heure sur les EHPAD et le tourisme social, et qui montre quand même que, par excès de zèle souvent, hein, notamment dans les collectivités, et c'est un sujet qui est vraiment très territorial plus que national, on voit les marchés publics prendre le pas sur les subventions, parfois pour des montants qui sont complètement dérisoires, 3, 4, 5 000 euros, parce que les collectivités ont peur d'être soumises aux règles de concurrence. Et donc ça, c'est des directives européennes, et ça a des effets qui sont quand même extrêmement néfastes sur les associations, puisque quand on voit le temps que ça prend de façon très concrète, hein, de remplir ce type d'appel à projet ou de répondre à ce type d'appel à projet, ça a des effets très contre-productifs sur le secteur associatif qui passe plus de temps, notamment quand il est uniquement gouverné par des bénévoles. Ça a des effets en chaîne. Hein. Je le disais tout à l'heure, il y a 80% des associations qui sont gérées que par des bénévoles, donc il n'y a pas de salariés. Donc ce sont les bénévoles qui déposent les demandes de financement. Mais sauf que je ne sais pas si vous êtes bénévole dans une association, mais j'imagine que vous n'êtes pas bénévole pour faire ça. En fait, à un moment, vous êtes souvent bénévole pour porter un projet, pour passer du temps avec d'autres, pour animer un territoire. Ça fait partie de la mission, pourquoi pas, mais ça ne peut pas prendre le temps que ça prend aujourd'hui. Et sinon, ça a des effets extrêmement néfastes qu'on est en train de subir, hein, nous, secteur associatif maintenant, d'une difficulté à renouveler la gouvernance de nos associations dans certains territoires, parce que ça devient extrêmement complexe et donc ça a des effets assez pervers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur la subvention, alors je sais que ça n'a pas vraiment baissé, mais je voudrais quand même profiter d'être devant vous pour dire que c'est la subvention, nous, on la porte vraiment, le fait que la subvention soit maintenue, voire développée, pas par envie d'être perfusée par l'État comme on peut l'entendre souvent, mais parce que ce qu'on dit acteur associatif, ce qu'on dit mouvement associatif, c'est que les associations sont des espaces d'innovation extrêmement importants et que la subvention favorise l'innovation. Je vais vous donner des exemples assez précis. Prenons l'exemple du service civique, par exemple. Tout le monde connaît le service civique aujourd'hui, je crois, en tout cas. Donc, c'est un dispositif d'engagement pour les jeunes, 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, qui permet de donner de son temps pour une association contre une indemnité autour de 560 €. Là, j'ai un peu honte de ne pas avoir le chiffre exact, mais ça vous donne une idée. Aujourd'hui, c'est une politique publique, défendue par tous les partis politiques. Peut-être à l'exception des extrêmes, mais bon, quasiment tous les partis politiques,
parce que ça fonctionne, les structures qui accueillent des jeunes sont contents, les jeunes qui s'engagent sont contents, ça leur offre une expérience d'engagement, ça leur fait découvrir un autre monde, acquérir des compétences, etc. Qui est-ce qui a porté ça au départ ? Unicité. Unicité, c'est quoi ? C'est une association. Et donc, c'est un exemple, parce que c'est l'exemple qui parle le mieux, mais il y en a d'autres, en fait. Les associations, parce que c'est des espaces... Enfin, le fait qu'elles soient subventionnées, ça donne un peu de latitude, un peu de marge de manœuvre, et ça permet aussi l'innovation. Ce que ne permettent pas les appels d'offres et les évaluations qui sont parfois extrêmement rigides et qui rendent difficiles les marges de manœuvre, et ces marges de manœuvre qui sont pourtant absolument essentielles dans l'initiative associative qui, derrière, entraîne des politiques publiques ambitieuses au service de l'intérêt général. C'est tout le rôle de l'innovation sociale. Pierre Siquier. Oui, je voulais rebondir sur le financement des associations ou des fondations, en particulier dans un secteur qui serait commercial. Parce que vous avez peut-être vu que dans l'une des propositions que nous faisons, c'est la création de l'entreprise à gestion désintéressée. Et je vais essayer d'être clair sur le sujet. Vous prenez le Téléthon, par exemple, qui est une association. Le Téléthon a créé un truc qui s'appelle Généthon et qui est une société commerciale et qui va vendre donc un certain nombre de prestations de services et autres à l'intérieur d'une société qui est une société donc commerciale, qui donc paye la TVA et qui donc paye les dividendes s'il y en a, l'impôt sur les sociétés s'il y en a. Mais donc, aujourd'hui, il n'y a pas de statut réel. C'est une discussion avec Bercy, en fait. Et donc, il n'y a rien de cadré sur ce sujet-là. Vous prenez un autre exemple différent, mais qui est aussi significatif, c'est les cafés joyeux. Les cafés joyeux, c'est une initiative formidable. Hein, c'est de la réinsertion handicapée et tout, génial. Mais ils sont obligés de créer des cafés. Un café, c'est une société commerciale. Bon, donc cette société commerciale, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que est-ce que la générosité peut financer le café X à tel endroit ? Non, aujourd'hui, mais peut-être quand même qu'on peut discuter, etc., etc. C'est pas clair. Zone grise. Bon, donc là, je pense que c'est une réflexion qui rejoint ce que disait Sabine d'ailleurs tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on se plonge sur ce problème-là. On ne prétend pas avoir là, dans notre plaidoyer, la solution à ce problème-là, mais c'est un vrai sujet. Et je pense qu'il faut qu'on l'aborde, et là qu'on l'aborde aussi avec les instances gouvernementales et aussi avec l'Europe, parce que du coup, il ne faut pas qu'on soit dans le système anticoncurrentiel, parce que là, on y tombe très vite. Donc c'est un vrai sujet. Voilà. Donc c'était ma contribution là. Benoît Miribel, vous vouliez réagir également ? Oui, parce qu'effectivement, ces discussions nous entraînent dans beaucoup de choses que l'on partage. Et pour moi, elles nous entraînent sur d'abord aussi des questions de gouvernance, parce que effectivement, une entreprise fait de la richesse, elle investit, elle prend des risques et elle distribue après à qui elle le souhaite. Et tant mieux si ça vient servir l'intérêt général. Voilà, donc ça va aussi servir les actionnaires. Il y a ces statuts-là avec différents statuts. Antoine évoquait les SCIC, qui est un statut très intéressant, effectivement. On parle d'associations, on parle qu'on a beaucoup de statuts dans les fonds et fondations. Alors, on parle de quoi finalement ? Puisque les statuts, c'est un véhicule, c'est un moyen qui impose des limites. Je trouve qu'il est intéressant quand on vient sur les modes de gouvernance, parce que vous toutes et vous tous ici, vous êtes dans des fondations et vous voyez des modes de gouvernance différents, des choix qui sont faits au conseil d'administration, etc., différents. Et après, on va regarder les finalités. Et c'est vrai que là, ça devient intéressant parce que les finalités, c'est au final, on sert quoi, on travaille comment. Et effectivement, moi, je suis très intéressé par tout ce qu'on dit parce que c'est là où on aborde des sujets. Quand Claire dit la rentabilité d'une association, effectivement, elle est relative. Ce n'est pas forcément une rentabilité purement économique, surtout si cette association va prendre des risques avec des publics très difficiles, versus une association de même statut qui va vers les publics plus faciles et qui va marquer des points. J'ai souvent dit dans le passé, quand j'étais à Action contre la faim, vous êtes au Niger, vous pouvez avoir une très bonne communication parce que vous nourrissez des gens, vous êtes en banlieue de Niamey, vous avez une bonne com', vous avez des bons ratios, tout est bien géré. Et qu'est-ce que vous prenez comme risque quand vous connaissez le terrain par rapport à ceux qui sont à Maradi, à 7 heures de route dans des situations difficiles ? T'es à Maradi, très bien. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, dans chacun de nos domaines, où est-ce qu'on met notre curseur d'exigence par rapport à ce que l'on fait et comment il est compris ? Il y a déjà des années, on discutait avec Bruxelles quand ils nous imposaient des normes d'impact, etc. Et qu'on disait, alors on ne va plus aller en Somalie, car on ne peut pas faire de facture en Somalie. Mais après, on dialogue. Et qu'est-ce que l'on veut, où on met le curseur ? Aujourd'hui, dans notre société, je préside par ailleurs une entreprise d'insertion professionnelle depuis des années. On a ces publics habituels, ils sont captés directement par des entreprises, parce que les entreprises
d'où les métiers en tension, manque, c'est dans le domaine de la logistique, manque de ces publics-là. Et la problématique, c'est que les personnes le directeur me dit, Benoît, on n'a plus les publics habituels en insertion professionnelle depuis 2-3 ans, et c'est national, hein, parce qu'ils sont captés directement par l'entreprise qui fait un effort elle-même de former. Bon, et on retrouve quoi? Des publics qui sont très compliqués, très complexes, et qui nécessitent pratiquement de la haute couture, du sur-mesure. Et il n'y a pas les dispositifs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi je trouve qu'il est intéressant, c'est on a des statuts, on a des gouvernances, on a des finalités, mais la rentabilité, elle est relative. Où est-ce qu'on met une rentabilité quand on a pour mission, en fonction de ce que l'on donne, l'économique devient effectivement un moyen, un indicateur, mais il ne renseigne pas sur les finalités. Alors, ce débat, il pourrait durer des heures, il est intéressant, et on partage des bonnes pratiques, discussions. Je reviens sur... Enfin, on peut continuer, parce qu'il est passionnant. Et il nous permet de continuer à innover, hein, dans le cadre européen, et je pense que c'est de clarifier les statuts pour répondre à quoi? On a besoin des charnières entre le monde, je dirais, entre les différents mondes. On a besoin, évidemment, il y a des mondes qui sont solvables économiquement. Voilà, si je vends des bouteilles d'eau, ben, j'ai des gens qui veulent en acheter, ou mes lunettes, il y a des gens qui vont acheter des lunettes. Il y en a qui ne sont pas solvables et qui ont besoin d'y voir clair. Alors comment on fait avec, voilà, et c'est le franchissement de ces différents mondes, et sans frontières, encore une fois, hein, ça aussi, c'est dans le but des élections, ceux qui raisonnent avec des frontières, ben, c'est grave, parce qu'aujourd'hui, on voit bien les pandémies, enfin, on est dans un monde sans frontières, et on s'enrichit aussi beaucoup de la diversité de ce qui se passe. C'est comme ça qu'on va de mieux en mieux appréhender des solutions. Alors, Pierre évoquait tout à l'heure un point sur la forme, parce que là, on peut discuter sur le fond. Sur la forme, je pense qu'effectivement, nous sommes mûrs pour proposer ce que tu disais, hein, on en a souvent parlé, une réunion annuelle des acteurs dans un dialogue avec les pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics, moi, on a approché un peu des députés il y a 2 ans avec l'article 50. Moi, j'ai mieux compris ce que c'est un député. C'est qu'il est débordé de sujets toutes les semaines à l'Assemblée. Il a son groupe qui lui dit « tu votes pour ça, point barre », ou alors tu sors du groupe. Enfin, c'est souvent comme ça. Et puis, alors, ils ont tout ce que fait la société. Alors, évidemment, c'est beaucoup de choses. Donc, le temps qu'ils comprennent, d'explications, on a fait des tribunes, etc., il est complexe. Donc, oui, pour un événement annuel, je crois qu'on est d'accord, il faut y travailler. Mais je fais un parallèle avec quelque chose qu'on a travaillé il y a une décennie dans le monde humanitaire français, où on critiquait beaucoup aussi notre gouvernement. On a souhaité un groupe de concertation. C'était dans une discussion, on m'a dit « mais vous proposez quoi ?» J'ai improvisé ce mot. J'ai dit faisons un groupe de concertation humanitaire. Hop, ça a été noté, et ils l'ont fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Francis connaît ça, et d'autres aussi dans l'humanitaire qui l'ont suivi, c'est quand nous, on élève notre niveau d'exigence, de discussion, en respectant les différents acteurs, parce que ce n'est pas que les fondations qui vont résoudre les problèmes, ce n'est pas que les associations, ce n'est pas que les entreprises, c'est à la charnière de ces mondes-là qui répondent à des besoins différents, mais encore faut-il les clarifier. Et là, je pense qu'il faut l'événement annuel, mais aussi un cadre de concertation régulier. Parce qu'on le voit, quand tu prenais l'exemple de on se succède de tel ministère à tel autre, c'est vrai. Et puis on voit au sein du gouvernement aussi par expérience, au sein même d'un même ministère parfois, qui n'ont pas connaissance dans le même ministère que tel service a bossé là-dessus, qu'un tel actuellement fait ça. Et il m'arrive souvent de mettre en copie des gens pour que dans le gouvernement, interministère, ils soient au courant. Je pense on voit ça à des moments. Donc Bercy est parfois isolé, entre guillemets, par rapport à des ministères qui voudraient une dynamique plus forte sur différentes causes, la culture, etc. Et puis Bercy, paf, qui tient l'oreille, qui dit non, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Donc on a du travail devant nous. Et je pense que, voilà, à l'image de cette coalition que nous saluons, on a une capacité peut-être à aller plus loin. Je sais qu'on le souhaite. Les modalités ne sont pas faciles. Avec un esprit de famille, on a fait cette convention qui permettait qu'on essaye d'éviter d'aller chacun dans notre direction. On est sur les mêmes domaines et qu'on soit en bonne intelligence de complémentarité, dans le respect de nos spécificités, et on se renforce. Donc, comment il y a des choses qui méritent aujourd'hui plus d'attention. Donc, tiens, François arrive, il va pouvoir intervenir aussi, dire son avis à ce sujet-là. C'est ce que j'allais vous proposer. C'est une sorte de groupe de concertation régulier, parce qu'on voit qu'on a besoin de dialoguer, de faire préciser les choses. Et trop souvent, nos politiques, pour revenir sur le sujet de la campagne aujourd'hui, sont dans des raccourcis aussi. Et je comprends que pour des gens, ça soit difficile. On plaque des trucs parce qu'on aime bien mettre des slogans, mais derrière, il y a quand même, vous voyez, on soulève pas mal d'enjeux. Voilà.
Alors effectivement, j'allais vous proposer de donner la parole à François Debiès, le président de l'ADMICAL, qui représente les mécénats des entreprises et des entrepreneurs. Vous faites partie de la coalition Générosité. Vous avez suivi tous les débats depuis tout à l'heure, François Debiès. Oui, alors écoutez, effectivement, je trouve que ces débats ont été particulièrement riches et intéressants. Je ne vais pas paraphraser ce qui a déjà été dit, mais je voudrais essayer de tirer un petit global picture de ce que je viens d'entendre pendant 1h30. Et il y a des mots qui me paraissent bien représenter tous les messages qui ont été apportés par les uns et les autres, qui ont été des messages divers, mais qui ont une base commune et qu'on peut rassembler autour de quelques mots. Alors, le premier mot, ça a été le mot de collectif. Je pense que ce qui apparaît véritablement, c'est la nécessité, effectivement, de rassembler nos forces, de rassembler nos ressources, dans une approche qui est à la fois une approche de complémentarité et de solidarité. On a des points de vue qui sont des points de vue divers, mais qui se complètent et qui doivent permettre d'arriver, au bout du compte, à un développement nécessaire de ce que peut faire la coordination Générosité pour le contrat social, comme ça a déjà été évoqué. Si je regarde un tout petit peu en arrière, la coordination Générosité, elle existe depuis très longtemps, mais elle a été, je dirais, transformée, transfigurée même, par l'arrivée du mouvement associatif, parce que pour la première fois, on a eu autour d'une table les deux côtés du miroir, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'apporter quelque chose et ceux qui vont être capables de transformer ce qui a été apporté dans des actions concrètes pour le bénéfice de la société. Donc, cette arrivée du mouvement associatif, elle a été formidablement importante pour la coordination. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui en termes de plaidoyer, eh bien, en est une très belle illustration. Et je suis également très heureux qu'un esprit de famille nous ait rejoints récemment, parce que là aussi, c'est une des parties prenantes importantes de notre écosystème, de notre petit monde qui nous a rejoints et qui va pouvoir mettre sa pierre à l'édifice, parce que cet aspect-là me paraît fondamentalement important. Alors, à partir du moment où on est dans cette approche collective qui peut représenter un levier beaucoup plus riche, je crois qu'il y a deux points sur lesquels il faut qu'on s'attache et des mots qui n'ont pas été prononcés en fait depuis tout à l'heure et sur lesquels je voudrais non pas m'attarder, mais en tout cas revenir brièvement. Le premier, c'est le mot d'éthique. Je pense que dans la recherche d'efficacité de notre plaidoyer, dans la relation que nous avons avec la puissance publique à différents niveaux, et ça a été évoqué par tous, on a eu énormément de contacts à ce niveau-là pour essayer de faire passer nos messages et de faire développer ces actions solidaires communes. La notion d'éthique, elle est fondamentale. Les reproches qui ont été faits, qui sont faits encore, ça a été évoqué par Sabine en particulier sur certaines écoles économistes ou médiatiques qui sont adverses, eh bien, on voit en sous-jacent des reproches sur l'éthique du mécénat ou de la philanthropie, sur son manque de désintéressement et éventuellement sur des agendas masqués. C'est ce qui est reproché en particulier à Bill Gates par Rob Reich et quelques autres universitaires américains, c'est-à-dire une prise de pouvoir, une emprise sur l'intérêt général à travers des actions prétendument désintéressées de philanthropie. Donc je pense que cet aspect-là, il est très important à prendre en compte. La coordination Générosité l'a pris en compte et donc depuis maintenant 2 ans, nous travaillons à l'élaboration d'une charte éthique ou déontologique pour le mécénat et la philanthropie. Il y avait déjà des préexistants, ADMICAL avait fait une charte il y a quelques années, le ministère de la Culture a fait une charte également. Tout ça n'allait pas assez loin et il nous a semblé très important de coucher sur le papier les lignes forces qui doivent guider les actions de mécénat et de philanthropie et les lignes jaunes qui ne sont à pas dépasser pour rester dans le cadre désintéressé qui doit être celui de la philanthropie. Donc l'éthique me paraît fondamentale et il faut qu'on poursuive à ce niveau-là, à côté du plaidoyer indispensable sur lequel je vais revenir. Le travail en commun sur l'éthique me paraît tout à fait fondamental pour que nos actions soient mieux reconnues et ne soient plus soupçonnées systématiquement de servir des intérêts particuliers. L'autre point sur lequel je voudrais m'arrêter un instant, c'est la notion, et le mot n'a pas été évoqué non plus depuis tout à l'heure, c'est le mot de changement.
Je pense que nous sommes arrivés à une époque où il apparaît aux yeux de tous que le changement est absolument indispensable. Notre société est dans une situation de grande souffrance, soumise à des fractures de plus en plus creusées. Et il est évident aux yeux de tous qu'il y a besoin d'un changement pour cette société. Et à l'heure où on est à la veille d'une élection très importante, eh bien, je pense que cette notion de changement, elle doit être un peu élaborée et prise en compte. Le changement, il doit porter peut-être sur le système dans lequel nous vivons. Je ne suis pas du tout partisan d'un changement de système, mais je suis partisan d'un travail sur le système dans lequel nous vivons. Ce système, il a le mérite, le grand mérite d'être un système qui est producteur de richesse, mais il a la faiblesse aujourd'hui de ne pas savoir suffisamment partager la richesse qui est créée. Et je pense que le travail qui est le nôtre, l'objectif qui est le nôtre, à nous tous qui participons à cette coordination générosité, eh bien, c'est de participer à un meilleur partage de la richesse, de manière à travailler sur un rééquilibrage de la société dans laquelle nous vivons et à y rendre la vie ensemble plus humaine et moins dure. Donc, sur cet aspect-là, je crois qu'il y a effectivement un besoin tout à fait fondamental et auquel chacun peut participer. Et il me semble que nous sommes aujourd'hui devant la nécessité d'un objectif à caractère politique. Claire l'évoquait tout à l'heure, c'est politique, non pas au sens politique politicienne, mais au sens de la vie de la cité. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, eh bien, c'est un discours politique dans lequel on puisse s'inscrire, c'est-à-dire un projet de société, c'est-à-dire une vision pour la société de demain et après-demain dans laquelle on nous proposerait de vivre ensemble. Et ce projet politique, qui aujourd'hui est insuffisamment pris en compte, ou même pas pris en compte du tout, en tout cas d'une façon suffisamment large, il doit se faire dans la participation de chacune des parties prenantes. Nous en sommes, nous tous, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'autres entités, la représentation des entreprises, les représentations éventuellement syndicales, et puis bien sûr la puissance publique à travers à la fois ses instances nationales, ses instances territoriales. Et c'est pour ça que je partage complètement le souhait qui a été affirmé et réaffirmé par Pierre tout à l'heure, la nécessité d'au moins une journée annuelle consacrée à ce thème de l'intérêt général, du vivre ensemble, du projet de société dans lequel s'inscrire. On est aujourd'hui dans une approche totalement court-termiste des problèmes de la société. Dieu sait que ce court-termisme est reproché systématiquement aux entreprises. Eh bien, je pense que par nécessité, par débordement, ou peut-être par insuffisance d'intérêt, eh bien, le monde politique n'est pas suffisamment dans une vision à moyen et long terme de la société dans laquelle on pourrait s'inscrire. Et je pense que ça, à ce niveau-là, nous avons un rôle extrêmement important à jouer pour rallier un maximum de gens, pour embarquer toutes les parties prenantes. Si je regarde simplement la petite chapelle qui est la mienne, qui est celle du mécénat des entreprises, je rappellerai simplement qu'il n'y a que 9% des entreprises en France de plus de 1 salarié qui sont mécènes. 9%. Donc 91% des entreprises ne le sont pas encore. Et même si on exclut les très petites qui ont du mal à le faire, encore que le mécénat de compétences peut apporter aujourd'hui des solutions qui ne sont pas coûteuses financièrement à l'entreprise. En tout cas, je pense qu'il y a un potentiel de développement beaucoup plus important pour des entreprises qui aujourd'hui ont envie de s'engager, sont poussées par leurs collaborateurs à cet engagement et qui ont une capacité d'apport de ressources à la fois financières et humaines absolument formidable dans la construction d'une société un peu différente que celle qui est la nôtre aujourd'hui. En terminant, je rappellerai simplement cette phrase qu'avait eue Camus dans son discours quand il a reçu le prix Nobel. Chaque génération pense qu'elle va changer le monde, la mienne sait qu'elle ne le changera pas. Je pense qu'on ne changera pas le monde, mais je pense qu'en alliant nos efforts, en nous mettant main dans la main dans la construction d'un projet véritable aux côtés de la puissance publique, parce que c'est elle qui est garante de l'intérêt général et de la vie en société et du vivre ensemble, eh bien, je pense qu'on pourra arriver effectivement à progresser. Le chemin sera long. Il faut de la volonté d'agir.
il faut la volonté d'agir concrètement, et ça, on le fait effectivement, en essayant de susciter des initiatives, des innovations, c'est tout ce qu'on a entendu depuis 1h30. Et je pense que si on veut demain mieux vivre ensemble, eh bien, la première condition, c'est de faire des choses ensemble. Eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on va continuer d'essayer de faire, parce que c'est la clé, me semble-t-il, du cheminement vers une société un peu meilleure que celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, François Debias, pour ces propos qui, je vois les têtes hochées, donc finalement qui peuvent être une conclusion de cette table ronde. Et peut-être, il nous reste un petit peu de temps, quelques questions dans la salle. Des doigts se lèvent immédiatement. Est-ce qu'il est possible de faire passer des micros, ou alors prenez la parole peut-être en vous... Moi, j'ai 2 questions, mais ça va aller vite. La première pour Antoine Détourné. On comprend bien le rationnel et la logique. Ah, pardon, Axel Dabzak, Fondation de France. On comprend bien le rationnel et la logique d'avoir, au moment de la loi Hamon, de créer, de rendre visible ce monde de l'ESS, sauf que c'était il y a plus de 6 ans maintenant. Or, le monde a beaucoup changé. On a eu la loi Pacte, on a eu les entreprises à mission. On a eu une prise de conscience finalement du monde de l'entreprise, de la nécessité de se préoccuper un tout petit peu des parties prenantes. Et du coup, est-ce que vous ne croyez pas que le premier travail à faire dans ce nouveau quinquennat, c'est une redéfinition de l'ESS? Parce que finalement, qu'y a-t-il de commun entre de très grandes mutuelles d'assurance qui finalement sont assez peu différentes, quoi qu'on en dise, dans leur mode de fonctionnement d'une entreprise classique, et une petite association de terrain, ou même une SIC si on veut. Donc est-ce que si on veut arriver à porter ensuite au niveau européen une réforme de l'ESS, et notamment des problèmes de concurrence qui empêchent complètement le monde associatif de trouver un nouvel équilibre, la première étape, c'est pas de redéfinir le périmètre de l'ESS? Alors, je suis très content de cette question. Brièvement, quand même en essayant de poser 2-3 points de repère, si vous me permettez. La première chose, c'est qu'en effet, la loi de 2014 va vers 8 ans, et nous, ce que nous portons, c'est la volonté de l'évaluer. Et nous voulons qu'elle soit évaluée par qui? Par la société civile qui la fait vivre au quotidien. Moi j'entendais les propositions que vous faisiez sur les sociétés commerciales. Je pense qu'il existe déjà des choses et qu'on pourrait y arriver à peu près à droit constant. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit le CESE qui évalue cette loi. Le Conseil économique et social et environnemental, pour dire ceux qui doivent s'en saisir, c'est dans une logique de société civile où participent certes des personnalités qualifiées, mais l'ensemble des modèles de l'économie sociale et solidaire, avec les syndicats et avec les autres formes d'entreprise pour parler de ce monde-là. Et on n'estime pas que l'histoire est écrite définitivement et gravée dans le marbre, et qu'il y a sans doute des choses à faire évoluer, donc, et bien évidemment. Première chose. Deuxième chose, tout ce qui aujourd'hui projette dans la société une autre vision de l'entreprise, où on prend en compte les parties prenantes, où on discute partage de la valeur, où on discute responsabilité écologique, sociale, territoriale, etc., est le bienvenu dans la reconnaissance de nos modèles. Parce que ça permet de dire que l'entreprise ne se limite pas à être quelque chose où on extrait des dividendes. Alors, évidemment, nous avons des différences fondamentales avec les sociétés à mission que vous évoquez. La première différence, c'est une différence de taille. Il y a à peu près 2000 sociétés à mission. Il y a 250 000 entreprises employeurs de l'ESS ou organisations de l'ESS. Et si on étend le spectre jusqu'à un certain nombre d'associations qui ont un rôle assez déterminant, au moins territorial, dans l'échange et le partage de valeurs, on est à plus d'1 million. Donc il y a première chose, un enjeu de taille. Deuxième chose, la question aujourd'hui, c'est quel est le commun, au final, entre la grande et la petite, etc. Le commun, il se retrouve quand même dans les principes qui sont ceux de la loi de 2014. Et on a tendance, c'est pas parce que sur un marché, on est en concurrence avec d'autres qui ont un statut conventionnel, on va dire, qui est un modèle dominant de l'entreprise, qu'on n'affirme pas la différence sur d'autres sujets. On parlait de la gouvernance, Benoît en parlait à l'instant.
Le partage de la valeur, il n'est pas neutre et il est documenté, quoi qu'on puisse en penser. C'est pour ça que moi je suis très mal à l'aise avec le débat actuellement sur la grande sécu où on dit bah voilà, tous ces gens-là, c'est des gens, les mutuelles, c'est des gens qui se gavent de frais de gestion. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils luttent très concrètement contre les déserts médicaux. Ils devancent la sécurité sociale sur un certain nombre de sujets. Qui ont été les premiers à rembourser, par exemple, les consultations psy pendant le confinement? Qui a dit il y a une sonnette d'alarme, etc. Les mutuelles, pour une raison très simple, c'est que leurs sociétaires désintéressés, par ailleurs, qui sont des dirigeants mutualistes désintéressés, ont dit il y a un problème de société, la Sécu n'arrive pas parce qu'elle a d'autres trucs à gérer, nous faisons le pas de côté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut chercher dans l'économie sociale et solidaire, et on trouvera assez facilement ce qui divise. Ça, il n'y a pas de problème entre les statuts, les secteurs d'activité, etc. Nous, on pense que ce qui nous réunit est quand même beaucoup plus fort, et on a besoin de ce qui nous réunit pour être reconnu. Je fais une dernière parenthèse sur le sujet. Le défilé à Bercy pendant la pandémie, pour accéder aux aides, pour expliquer que c'est pas parce qu'on est non lucratif ou à lucrativité limitée, je mets les deux, qu'on n'a pas un excédent brut d'exploitation, qu'on joue pas un rôle social extrêmement important, qu'on ne doit pas être soutenu, etc. Il est extrêmement important. Il est extrêmement important et il continue de nous réunir, il continue de nous fédérer. La preuve, nous sommes en train de porter des choses en commun. Je finis sur un dernier point, c'est que nous, ESS France, ce qu'on a essayé de porter ces derniers temps, c'est le terme de république de l'ESS. Pourquoi on ne dit pas que on dit pas que d'autres entreprises ne sont pas républicaines? Ce qu'on dit, c'est que ce qui nous réunit, c'est des modes de gouvernance démocratique, comme ce que porte le modèle républicain, et c'est pas un petit sujet en ce moment. Voilà, je ne dirai pas plus. Et la deuxième chose, c'est une devise partagée. Parce que la République française, elle a une devise qui est liberté, égalité, fraternité. Et qu'on le trouve parfois dans certaines entreprises de l'ESS qui sont dévoyées, ça existe, cette devise ou cette recherche d'utilité sociale peut être oubliée, mais majoritairement, elle est au cœur du fonctionnement, elle est au cœur du partage de la valeur, elle est au cœur de la gouvernance. Et je pense que c'est quelque chose qui est à valoriser et une bannière commune à continuer de porter, ce qui n'empêche pas qu'on peut évoluer sur le plan du droit. Merci Antoine Détourné pour cette réponse. Donc, je ne continue pas sur l'ESS, on continuera après éventuellement. Et ma deuxième question s'adresse donc à tous les autres intervenants. Vous avez demandé dans la coalition Générosité aux différents candidats à l'élection présidentielle donc de signer quelques engagements. Donc, est-ce que vous seriez d'accord ce matin, tous les collectifs, de prendre aussi l'engagement de poursuivre un travail conjoint pour une coalition? Alors je ne sais pas s'il faut l'appeler générosité, engagement, parce que je pense que les dimensions portées par Claire sont majeures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une question de gestion désintéressée, il y a aussi l'engagement qui est majeur. En tout cas, de continuer à poursuivre ce travail conjoint pour espérer pouvoir faire entendre notre voix commune et collective sur, je crois, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent aussi entre associations et fondations pour l'avenir. Moi, je suis partisan à 100% et je souscris tout à fait au changement préconisé par Axel sur le terme engagement, qui me paraît aujourd'hui être plus global et plus représentatif, et notamment des deux aspects à la fois financiers et humains que peut prendre l'accompagnement des associations dans leurs projets de société. Donc, moi, je vote des deux pieds et des deux mains. Moi aussi, et je pense qu'on a peut-être deux termes pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, visibilité et lisibilité. Visibilité, on sera visible du pouvoir politique que si on agit ensemble, et franchement, on fait une sacrée force tous ensemble. Et lisibilité, il faut qu'on simplifie notre discours, il faut qu'on simplifie nos structures, parce que personne ne comprend rien, on parle en acronyme, enfin voilà, donc je pense qu'il y a un gros travail de lisibilité aussi à faire. Claire Toury, vous parliez aussi tout à l'heure finalement j'avais noté un plaidoyer pour le secteur non lucratif, parce que c'était... C'est ce que j'allais dire, c'est que moi je suis d'accord évidemment pour qu'on poursuive, mais je pense qu'il faut vraiment que la question du non lucratif soit posée comme un élément de rassemblement. Je pense que c'est... Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, on a des débats sans fin avec Francis notamment et Axel sur quels sont les bons termes, philanthropie, générosité, engagement, non lucrativité. Bon, à chaque fois ça va pas, donc je sais qu'il n'y a rien qui est totalement satisfaisant, mais je pense qu'il faut clairement porter la reconnaissance du modèle non lucratif pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais
d'un point de vue économique, parce que ça dit des choses quand même de notre société, et d'un point de vue politique, puisque ça dit aussi des choses de notre société, et ça s'articule. Et voilà, enfin moi, si jamais on acte que ce soit aussi ça, je suis d'accord, évidemment. Axel, j'ai répondu, mais tu t'es absenté un petit moment quand j'ai parlé à la suite. Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais pour faire court, j'ai rebondi sur ce qu'avait dit Pierre en proposant un rendez-vous annuel, tu vois, de nous, les partenaires avec les pouvoirs publics notamment, et en rajoutant même qu'il faudrait une sorte, à l'image de ce qu'on a fait en humanitaire, un groupe de concertation régulier. Alors il peut s'appeler générosité engagement, à dénominer. Mais ce que je voudrais dire surtout, parce que ça fait maintenant 7 ans que je suis président du CFF, et que ça soit François, toi Axel, Pierre, avant c'était Philippe Jachan, on en parle depuis pas mal de temps de tout ça. Donc pour l'instant, pour informer ceux qui ne savent pas, nous avons une coordination générosité qui est informelle. Donc on échange. Alors la vraie question, ça va être, faut-il formaliser ou pas? Parce que l'informel, tu viens t'asseoir autour de la table, tu discutes, tu échanges, et c'est ce qu'on a fait. On a formalisé et on a pris la dénomination de coalition des générosités pour un exercice. Voilà. Mais effectivement, tu nous poses la question collectivement, voulons-nous aller plus loin? Moi, j'en suis partisan. Moi aussi. On peut l'expliquer. Je crois nous sommes tous partisans. La question. Donc, je fais le lien avec le premier orateur de notre session, Thierry Pêche, quand il disait l'envie. Je crois qu'on a tous envie. Vous vous souvenez de ce qu'il disait sur l'envie? Après, c'est comment? Et là, je pense que là, il va falloir travailler, s'accorder. Mais je crois que l'envie, elle est là. Hein, et elle est là pas pour nous faire plaisir. Elle est là pour la prise de conscience de nos limites, de notre appartenance à quelque chose qui nous dépasse, qui doit se structurer davantage. Parce qu'on sait tous, ça a été dit aussi, Thierry Pêche l'a dit, qu'on n'a qu'un bout du problème ou qu'un bout de la solution, selon comment on voit les choses. Mais je dirais, rendez-vous pour les modalités pratiques. Et c'est là où ça, effectivement, ça va amener des discussions sur différentes choses que je ne vais pas ouvrir aujourd'hui. Oui, Francis Charon, je suis le président d'honneur du Centre français des fondations, puisqu'on ne se connaît pas. Alors, je voulais vous féliciter, d'abord, parce que ce qui vous paraît aujourd'hui une évidence est quelque chose de très compliqué. Ça fait des années qu'on a bossé là-dessus pour arriver à faire cette coordination, à ce que vous ayez une coordination. Et je trouve que c'est absolument formidable parce que on a parlé ici beaucoup depuis 2 jours d'alliance, de mise en commun. Là, c'est un vrai exemple. Alors, je crois que maintenant, vous existez, vous allez poursuivre votre existence puisque vous venez de l'assurer. Il faut regarder encore des modalités. Tout est toujours compliqué. Je crois qu'il faut qu'on ait aussi un discours au-dessus, c'est-à-dire quelque chose, qu'est-ce qui nous porte? Et ce collectif, il est au service de quoi? Et donc, de façon à ce que chacun d'entre nous, dans nos actions, dans ce qu'on fait, on peut dire oui, on s'occupe d'enfants ici, mais on est raccroché à un imaginaire. Hier, on m'a cité où il y avait marqué réenchanter le système, c'est-à-dire on doit écrire une histoire qui soit visible, acceptable par le public, acceptable par tout le monde, et qu'on se dise, ils sont dans ce secteur, qui est un secteur, on l'a évoqué beaucoup, qui est inconnu, donc c'est à nous de le faire connaître, de la plus petite chose, mais surtout avec qu'est-ce qui nous rassemble, comme l'a dit François, quel est l'état d'esprit, qu'est-ce qui nous porte, et je crois que là, il y a encore un boulot à faire, parce qu'il n'est pas fait, mais on a besoin de remonter au maximum, pour que chacun puisse s'accrocher et se dire « je suis constituant d'une partie qui est un acteur majeur de la société », parce que c'est ça qu'il faut faire reconnaître. C'est ce secteur comme acteur majeur de la société, ce n'est pas de la petite rigolade. On a cité des chiffres, ils sont extrêmement importants. Sans ce secteur, pas de société fonctionnelle. Donc le faire reconnaître non pas comme une valeur ajoutée à la société, mais comme un constituant de la société. De le faire reconnaître comme étant les acteurs du lien social, de la démocratie, de ces choses dont on a parlé. Donc là, il y a certainement encore un petit boulot pour nos camarades qui sont sur scène, mais voilà, moi j'appelle à ça, c'est-à-dire et de se dire voilà pourquoi on roule, quoi, en gros. Et créer une belle image, une image qui donne envie. Moi, je prends toujours l'image du pont d'Arcole, quoi. Comment on suit le drapeau que vous mettez en l'air, comment on donne l'enthousiasme, l'impulsion, le truc qui fait envie, qu'on a envie d'y aller, on donne de l'enthousiasme, de l'allant. Donc voilà à quoi j'appelle, parce que je pense que c'est ça qui nous porte.
peux dire juste un mot là-dessus. Je pense que ce que dit Francis est extrêmement important. Moi, je rejoins ce que disait François tout à l'heure à une nuance près sur le fait que c'est pas nous qui allons changer le monde. Enfin, la citation de Camus. Je crois qu'en fait, il faut quand même qu'on ait l'ambition de le changer pour de bon. Hein. Enfin, et là, il s'avère que j'ai un peu travaillé avant sur la question de l'engagement des jeunes. Et quand on regarde l'engagement des très jeunes aujourd'hui, c'est un engagement qui est extrêmement fort, mais c'est un engagement qui se veut beaucoup plus radical que l'engagement que nous, on peut incarner ou représenter. Alors quand je dis radical, il ne s'agit pas de faire la révolution, c'est pas ça, mais c'est de poser un objectif ambitieux sur les questions climatiques, par exemple. Enfin bon, la nuance, elle est quand même plus tout à fait entendable. Donc il y a des sujets comme ça de société qui sont très forts et dont il faut qu'on se saisisse. Et c'est là où je rejoins totalement ce que dit Francis. Se saisir de ça, ça veut dire qu'il faut qu'on donne envie, il faut qu'on ait un projet politique. Enfin, encore une fois, j'aime bien employer ce mot parce que je pense que c'est le bon terme, un projet politique qui permette de mettre en récit il faut qu'on ait un projet qui permette de mettre en récit la vision politique que l'on partage. Et ça, je pense qu'il faut qu'elle soit très ambitieuse, qu'elle soit sans nuance et qu'elle accepte d'être dans une certaine forme de radicalité, à mon sens, pour embarquer les plus jeunes dans l'objectif de vraiment changer le monde. Parce que si notre époque ne change pas le monde, en fait, après, je ne sais pas ce qui nous attend, quoi. Enfin, et je ne dis pas ça de manière alarmiste, mais vous avez lu le rapport du GIEC comme moi. Non, il y a d'autres questions dans la salle. Juste, je crois qu'il y a une personne qui a... Antoine, vous n'avez pas répondu à la question d'Axel. Je vous n'avez pas entendu votre réponse. Alors, sur quelle partie, parce qu'elle était un peu à tiroir. Non, la première question. La deuxième question, pardon. La deuxième question. Est-ce que vous engagez à continuer? Alors, non, mais nous, on est au service des membres de SS France qui participent à la coalition. Donc voilà, non, mais la réponse, elle est assez... merci de la poser comme ça, elle est assez naturelle pour nous. Et nous ferons ce que nos membres proposent et nous demandent de faire, juste à une réserve près, évidemment, c'est que nous devons porter une parole commune et de référence pour toute l'ESS. C'est pour ça que nous ne pouvons pas tout porter de ce que porte la coalition, évidemment, mais bien évidemment que tout ce qui permet de rendre l'ESS plus lisible, plus cohérente, mieux exprimée dans toute sa diversité est évidemment le bienvenu, et nous sommes ravis d'être au service de ces dynamiques et de ces démarches-là, et de ce que disait Francis bien au-delà. Voilà, comme ça c'est précisé. Une question ? Oui, une question posée aux fédérations de fondations. C'est quel regard vous portez aujourd'hui sur les fonds dont vous avez à disposition et qui sont aujourd'hui placés sur les marchés financiers et qui manquent à nos activités de territoire pour développer des activités qui sont au service des humains et de la nature. Et ce serait tellement bien que ces capitaux redescendent sur les territoires pour créer des activités au service des humains et de la nature qu'on n'a pas besoin ensuite de réparer avec les intérêts que l'on peut dégager de ces fonds placés sur ces marchés financiers. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite là-dessus ? Parce que nous, les acteurs du terrain, on n'a pas besoin que de dons, on a aussi besoin d'investissements, de créer des activités. Et quand on voit que des entreprises d'impact proposent des apports avec 7 à 10% d'intérêt, lorsqu'on travaille avec des paysans, qu'on travaille avec des petites communes, mais on croit halluciner. Donc je pense qu'il y a un travail de générosité aussi que les fondations doivent faire à travers le fait de placer leurs dotations dans des entreprises respectueuses des humains et de la nature qui travaillent sur nos territoires. Donc quelle est la réflexion qui sont conduites là-dessus et comment vous voyez cette problématique un peu dans un angle mort, je trouve, Alors, si vous permettez, avant qu'il soit répondu sur les dotations propres des fondations, un tout petit mot de la part de l'ex-banquier repenti que je suis. Je pense qu'il y a aujourd'hui un enjeu formidablement important sur les placements financiers dans le monde entier. Je vous rappellerai simplement un chiffre. Le flux annuel de philanthropie, c'est 500 milliards de dollars. Le stock annuel d'asset management à un instant T, donc il y a un flux d'un côté, un stock de l'autre, c'est 150 000 milliards de dollars. Donc si on arrivait effectivement à attirer vers un investissement durable une partie significative de ces 150 000 milliards de dollars, eh bien, ça pourrait représenter une manne formidablement importante. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un enjeu très important dans les banques au niveau des placements
à caractère durable, qui ont tendance à se développer, mais qui restent encore très marginaux. Et je pense que là, il y a un véritable enjeu sur lequel il est même fondamental d'embarquer tout le monde bancaire. Alors, ce n'est pas exactement votre question. Je vais laisser maintenant répondre sur les fonds et sur les dotations des fonds et fondations. Mais ayez en tête qu'il y a cet enjeu-là qui me paraît fondamental. On a un peu trop tendance à vouer les banquiers aux gémonies, à les montrer du doigt pour des turpitudes qui malheureusement existent parfois. Mais je pense qu'il y a aussi là un enjeu réaliste. L'argent est là en partie. Et si on veut effectivement trouver des ressources complémentaires, eh bien, il ne faut surtout pas oublier ce domaine. Oui, d'abord, ce sont les membres qui font bouger. Donc, je rappelle qu'on a un cercle sur cette thématique-là, qui est animé par Dominique Dupeloux. Effectivement, en lien avec ce qu'on disait, par rapport à des outils, si on vient sur les finalités, il faut accélérer la capacité de moyens. Il y a un certain nombre de fondations qui ont déjà bien revu leur placement financier pour les aligner sur leurs dons, parce que ce n'était pas évident, et parfois il y a des incohérences, parce que c'est confié par des mandats de gestion à des banques, et qui ont, pour ceux qui ont suivi ça de près et qui connaissent des moments, c'est des trucs cachés, il faut chercher, et puis on se retrouve finalement... Bon, ça, c'est l'architecture. Et que ça puisse être aiguillé d'abord au service d'eux, on est d'accord, il y a plein de dispositifs qu'il faut appuyer, et avec ce qu'on se dit aujourd'hui, qu'on soit ensemble pour le porter plus fortement, c'est clair. Il y a un sujet qu'on a évoqué et qui va me permettre de réparer une information, j'y pense, donc votre question m'y fait penser. Hier, on a commencé sur l'Ukraine, et on était donc avec Egvenia, la fondation de l'Ukraine, et vous avez entendu qu'elle a dit que c'est une fondation familiale, ils ont décidé de tout donner, leur budget cette année, pour l'armée, pour la protection. En fait, il y a eu une erreur de traduction. C'est Marina qui me l'a dit. Elle m'a dit, c'est la dotation. Dans la dotation, que la famille a décidé de se séparer d'une grande partie pour l'armée. Mais elle a continué, puisque vous avez entendu dans son discours qu'elle parlait malgré tout du maintien des... C'est pour ça que je n'avais pas compris. Je me dis, mais comment ils mettent tout leur budget, puis d'un côté, ils continuent. En fait, la précision est là. Et je trouve que cet exemple est important. Je sais qu'on en a souvent parlé entre nous. On aimerait faire bouger les lignes. C'est-à-dire que statutairement, aujourd'hui, quand vous faites une fondation, la dotation initiale, vous ne pouvez pas y toucher, parce que c'est fait dans un souci, etc., de pérennité. Bon, mais après tout, notamment dans les grandes FRUP où l'État gère, quand il y a des millions et des millions et des millions, et qu'il y a un président en accord avec l'État qui pourrait faire une action sur un territoire, pourquoi ne pas le faire? Ça rejoint la finalité. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et ça peut peut-être s'encadrer, mais c'est un exemple de choses que l'on pourrait faire bouger. Après tout, si c'est souhaité par le Conseil, par une famille, avec l'État. Parce que, voilà, moi, je peux prendre un exemple. J'ai été pendant pas mal d'années directeur de la Fondation Mérieux. Je précise que d'ailleurs, ici, les pensières, c'est une SAS, en termes de gouvernance. C'est une SAS, société, mais qu'il y a la Fondation Mérieux au-dessus, et qu'effectivement, il y a une recherche d'équilibre. Mais que la règle de cette entreprise SAS ici, c'est de ne pas accueillir n'importe quoi. Donc il y a la fondation au-dessus. Donc on a des outils, c'est pour ça, mais je ne veux pas redévelopper le sujet des complémentarités d'outils, mais au final, il y a la finalité. Et donc cette fondation a un certain nombre de dotations initiales, et peut-être que M. Mérieux aimerait aujourd'hui répondre à quelque chose. C'est vrai que sa dotation, les règles de la dotation initiale ne lui permettent pas. Et de son vivant, il y a peut-être quelque chose, aujourd'hui on voit les bouleversements qui nous frappent, qui permettraient d'accélérer. Donc voilà, discutons de cet aspect-là, parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Je ne sais pas ce que Sabine pense du sujet, mais que l'on se relaie et qu'on peut le porter. On revient sur le dispositif qu'on aimerait mettre en avant pour se rejoindre sur ces finalités-là. Merci de votre question, elle est absolument excellente. Aujourd'hui, le Conseil d'État interdit quasiment aux fondations d'aller faire de l'investissement dans des entreprises directement. Parce que les règles consistent à faire une gestion en bon père de famille. Et donc, je pense que la Fondation de France sait ça par cœur, mieux que moi. Alors, il y a eu des assouplissements. Enfin, aujourd'hui, finalement, quand on a la dotation doit être investie de façon prudente et de manière à préserver le niveau de la dotation. Le Conseil d'État dit que c'est un minimum d'1,5 million. Ce million et demi est intangible. Et si une fondation passe en dessous, elle a des difficultés, ça peut être mise en cause. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que du point de vue des familles ne constituent pas plus depuis 20 ans, depuis 1987, en gros, depuis la loi sur les fondations, de fondations reconnues d'utilité publique. Pour deux raisons. Un, c'est de l'argent qui est effectivement, comme vous dites, bloqué. Et une famille... Ah, pardon.
la fondation reconnue d'utilité publique qui a des montants importants sur leur bilan, dont vous rêveriez à juste titre qu'ils soient investis sur les territoires, sur des projets opérationnels, créés par des familles, ça n'existe quasiment plus. Pourquoi ? Parce que les familles, quand elles créent une fondation reconnue d'utilité publique, perdent le contrôle de la fondation. C'est prévu par le Conseil d'État. Et donc, les familles vont plus créer des FRUP. Ça fait partie, nous, du plaidoyer d'un esprit de famille, c'est de permettre à une famille de créer une fondation. Aujourd'hui, une famille ne peut pas créer une fondation. En tout cas, une fondation avec une autonomie juridique. On peut recruter des gens, signer, etc. Donc, aujourd'hui, les familles créent des fondations sous égide, que je pense à la fondation Carasso, remarquable, mais ne créent pas de fondation autonome avec des budgets qu'elles peuvent investir de façon libre. La deuxième chose qu'il faudrait faire évoluer, donc ça c'est un premier point à faire évoluer. Le deuxième, c'est effectivement de faciliter davantage les investissements directs dans des projets comme celui-là, en sachant que quand même, il y a pas mal de fondations qui ont cette dotation sur lesquelles elles vivent. C'est-à-dire qu'elles mettent de l'argent et elles ont besoin des 6 ou 7% dont vous parlez pour financer leur mission sociale. Et donc, elles ne peuvent pas non plus aller prendre des risques trop importants sur des projets qui sont innovants et qui sont indispensables. Parce que si on ne prend pas de risques, on ne fait pas d'innovation. C'est mathématique, historique, prouvé par tous les économistes. Et donc, certaines fondations peuvent hésiter. Donc, il y a un équilibre à faire qui est indispensable entre de l'innovation et de l'investissement direct et de la protection du patrimoine. Mais ça, c'est un sujet qui passionne toutes les familles parce que l'argent qui est mis dans les fondations familiales vient de l'argent qui a été gagné dans des activités, des aventures entrepreneuriales. Et donc, ce raisonnement la question que vous nous posez résonne parfaitement dans notre tête. Voilà, on comprend parfaitement et on rêverait de pouvoir le faire davantage à vos côtés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que oui, mais juste une précision par clarification, puis il y a des spécialistes du droit à ce niveau-là. Quand vous avez une FRUP qui s'est montée avec, mettons, des financements, c'est le cas ici vous avez Charles Mérieux. Quand Charles Mérieux décide de mettre des sommes importantes dans la fondation, qui est gouvernée par la famille, mais comme elle est aussi une reconnue publique, il y a le préfet et pas uniquement, ce n'est plus familial, c'est public, c'est de l'argent public. C'est-à-dire que l'argent de la famille qui est arrivé dans le compte de cette fondation se transforme en argent public. Et effectivement, après, il se pose la question de la gouvernance. Et c'est là aussi qu'il y a des sujets d'équilibre, enfin, pas rentrer dans les détails. Mais je crois que sur les finalités de ce que vous dites, c'est-à-dire à l'instant présent, face au bouleversement qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait trouver les marges de progression ? Oui, il y en a. Il y en a, et elles viendront parce que nous aurons la force collégiale, avec aussi l'ensemble, de pouvoir dire allons-y. Avec les règles, il y a des moyens disponibles. François, qui est bien placé, a donné des chiffres quand même énormes sur ce qui ne bouge pas. Et je crois aussi qu'on a une responsabilité vis-à-vis du grand public, parce qu'on est des spécialistes de ces questions-là. D'accord ? Beaucoup de gens n'ont pas toujours confiance. On ne sait pas toujours où ça va, les associations, et puis ces fondations, etc. Je dis beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui savent ce que c'est, parce qu'on les côtoie, parce qu'ils nous voient. Donc on a une responsabilité aussi d'être clair et d'expliquer là-dessus. Parce qu'on connaît les enjeux et on connaît nos marges de manœuvre. Alors je reviens sur ce sujet-là. Et comme tout le monde y va d'une citation, il y a une citation de Voltaire qui dit « Dans une avalanche, aucun flocon se sent responsable ». Et donc on peut l'inverser. On peut l'inverser en se disant on est tous conscients, donc essayons de faire bouger les choses par rapport à ce qu'on connaît et on a du travail. Alors je rajouterais, dans l'embouteillage, chacun est responsable. Merci à tous pour cette participation à cette plénière qu'on va clôturer et je vais laisser la parole à Jean-Marc Potra et à Benoît Miribel du CFF pour conclure cet atelier, je crois. Voilà. Merci.